Annihilation, J'ai rencontré le diable et Strange Days. Bienvenue dans un nouvel épisode de Random Movies. Three filmmakers are fighting to keep cinema alive. That's so random. That's so random. 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 So random. Oh my god. I say random all the time. Are you me? Super weird. Le concept est très simple. Chacun propose un film qu'il a peut-être déjà vu ou pas, qu'il a aimé ou détesté. Et maintenant qu'on a tous vu les 3 films, c'est le moment de leur mettre ce qu'ils méritent. Et pour ça, je suis toujours avec les 3 mêmes zozos, à savoir Léo, notre ingé son. Bonjour Léo. Bonjour Marjorie. Avec Seb. Bonjour Seb. Bonjour Marjorie. Et avec Mathieu. Bonjour Mathieu. Bonjour Marjorie. Et toujours avant de commencer cette émission dans le vif du sujet, je pose une petite question d'ordre général. Est-ce que vous avez un truc à dire sur le paysage cinématographique en général ? Je commence par Seb. Oui, effectivement. Alors, pour des raisons scolaires, ces derniers temps, je me mate une quantité de comédies romantiques que je ne vais pas toutes vous les expliquer parce que je regarde principalement des daubes. Mais dans mes recherches, je suis tombé sur un film qui s'appelle All the Bright Places, qui est sorti en 2020 sur Netflix, qui est un film que je connaissais pas, avec Elle Fanning et Justice Smith, qu'on a pu voir dans Donjons et Dragons très récemment. Et ce film m'a brisé en 14. C'est-à-dire qu'il a fait ressortir des émotions en moi qui n'existaient plus, qui étaient mortes depuis ma tendre enfance. Donc c'est un film qui parle en gros d'une relation entre une fille qui a perdu sa sœur dans un accident de voiture et qui est fortement dépressive, et un garçon qui a une condition mentale qui est jamais vraiment décrite, parce que justement il met un point d'honneur à le fait de ne pas labelliser, enfin pas mettre un label sur sa maladie, mais une comédie romantique somme toute plutôt standard, qui ressemble à peu dans l'esthétique au film Spectacular Now dont on avait parlé. J'allais dire, j'étais Oui. sûre. Je l'ai senti venir. Et en plus, il est aussi tiré d'un livre comme de Spectacular Now, du livre de Jennifer Niven, qui s'appelle en français Tous nos jours parfaits, sauf erreur en anglais, c'est All the Bright Places. Et donc, c'est des comédies romantiques un petit peu dark, un petit peu plus... Enfin, c'est pour jeunes adolescents, non, jeunes adultes plutôt que jeunes adolescents. Regardez pas, c'est que vous êtes des jeunes adolescents. Et j'en parle parce qu'en fait, ça fait quand même bien 10 jours maintenant que je l'ai vu, et il me trotte encore un peu en tête. Donc, il m'a plutôt marqué, il m'a cassé les jambes, comme je vous l'ai dit avant. En 14, tu nous as dit. En 14. Ce qui est beaucoup. C'est important. Et deuxième chose, c'est que j'ai enfin commencé à regarder la première série de Bill Lawrence, parce que je vous en parle, Bill Lawrence. À chaque épisode, ça revient. Oh là là, putain, mais on tourne en boucle. Hein. Donc j'ai fini la dernière série de Bill Lawrence, qui était Ted Lasso. Donc Ted Lasso, c'est terminé, ça c'est très bien fini. Regardez Ted Lasso, et j'ai commencé sa première série, qui est Spin City, avec Michael J. Fox notamment, le gars de Retour vers le futur quand même. Et ceux qui aiment Friends, qui aiment la sitcom des années 90, début des années 2000, foncez, parce que c'est vraiment dans cette ambiance-là. En gros, Michael J. Fox, c'est le député du maire, et c'est tout ce qui tourne autour de ces histoires. C'est évidemment extrêmement problématique, parce qu'on a un Michael J. Fox ultra lubrique, mais bon, c'est ce qu'on a dès qu'on regarde une sitcom de ces De années-là. Michael J. Fox. De Michael J. Fox. J'ai jamais pensé que Michael J. Fox, il pouvait être aussi beau gosse que, genre, comme il le caractérise. Il est tout le temps caractérisé comme il est beau gosse, il est charmant et tout. Non, mais en vrai, ça fait plaisir. C'est vraiment une sitcom old school, bien classique. Et si vous aimez un peu la vibe Friends et tout ça, franchement, je vous conseille de regarder, ça vaut la peine. Spin City, du coup, Spin on City. retient. C'est problématique, ça fait plaisir. C'est ce qu'on retient, moi. Enfin, moi, perso, c'est ce que je retiens. Hein, mais... Je vais y avoir des codes racistes. Tu retiens toujours ce que tu veux retenir de ce que je dis, Mathieu. Et Mathieu, un truc à dire sur le paysage cinématographique ? Ouais, moi, j'ai pas de film très précisément, mais un remerciement à faire à celui ou à celle qui gère la carrière actuelle de Benoît Magimel depuis Ouh. Pacifiction en 2021, je crois, qui était passé à Cannes. Il est sur une carrière ascendante où il en a plus rien à foutre. Il a un physique à la Depardieu, il a des costumes trop petits, il a du charisme, il a de la verve, il s'en branle, c'est fabuleux. Et là, actuellement, il est dans Omar la Fraise, qui, je crois, passe encore en salle, où il joue le comparse de Reda Kateb, qui a été écroué pour 20 ans de prison à Paris, et donc du coup ils vont s'enfuir en Algérie, qui est le pays du père de Reda Kateb. Et Magimel, lui, n'a rien fait, il est coupable aussi, en guillemets, mais il n'est pas accusé, donc il accompagne juste son pote, et juste il déambule dans Alger, il en a rien à foutre qu'il est en djellaba, il a torse nu, il boit de la vodka en faisant du sport. Magimel en djellaba. Ouais. Faut voir ça. Non, mais c'est un concept. Il rappe, il chante, il en a rien à battre. Il deal du camembert entre Paris et Alger parce que c'est ce qui lui manque le plus avec les cigares pastagas. Vraiment, c'est un délire. Et depuis Pacifiction, je sais pas, il est en roue libre. Je crois qu'il s'est dit, j'ai plus de carrière, je peux plus jouer les beaux gosses.
J'ai 2 Césars à la suite, j'ai 2 prix d'interprétation à Cannes ou 1, je sais plus. J'ai un Golden Globe, j'en ai rien à battre, je fais Il y a un n'importe quoi. Golden Globe. Il me semble qu'il a une nomination Golden Globe. Peut-être c'est moi qui dis de la merde, pas je sais sûr. plus. C'est pour ça qu'il a fait On demande au Léo le du film de futur. Malik Bentalao. Hello, c'est Léo du futur, comme prévu. Donc je vais simplement vous lire le message que Mathieu m'a envoyé au sujet de Magimel et de son prétendu Golden Globe. Ouvrez les guillemets. Je pense que c'est difficilement modifiable, mais Magimel n'a effectivement pas de Golden Globe. Je me suis emballé. Il a juste 3 Césars de meilleur acteur et 1 prix d'interprétation à Cannes, ce qui vaut bien un Golden. Écoutez, moi je n'ai pas d'avis sur la question, mais si vous avez un avis, lâchez-nous un commentaire, ça fait maxi plaisir. Moi dans tous les cas je vous retrouve juste après, de toute façon tout au long de l'épisode, comme d'habitude, parce que je fais mes petites annonces spoilers pour du coup vous dire « Oh non, là il y a des spoilers, faites gaffe, allez là-bas si vous voulez pas vous faire spoiler ». C'était Léo du futur, à tout à l'heure. Alors, le film de Malik Bentallah, je pense que ça participe à ce rien à foutre général. Je vais jouer un méchant Indiana Jones. Vu, il en a rien à foutre. Ouais. Il en a rien à foutre. Mais jouer un méchant Indiana Jones, c'est incroyable. Enfin, dans ce Faut te film-là. spoiler du coup. Vous accrochez à cet acteur? Vous trouvez que... Moi, Mais j'arrive pas à y Jusqu'à il y croire. a 2 ans, je t'aurais dit non. Et là, je sais pas, il y a une espèce de révélation. Il y a un mec qui s'est dit, lui, on ne lui donne plus d'axe, en fait. On le laisse faire du roue libre en boucle. Il faut voir Omar Lafraise. C'est incroyable pour ça. Enfin, Magimel qui rappe en djellaba sur un toit d'Alger en buvant de la vodka. Enfin, ça mérite d'être vu au cinéma, vraiment. Tout est culte dans ce que tu viens de dire. Tout est fabuleux. Tout est fabuleux. Et du coup, je l'attends énormément dans La Passion de Dedin Bouffon de Tran Anh Hung qui vient de passer à Cannes. C'est 2h14 au 18e siècle de Magimel qui fait de la cuisine. Et la scène d'intro, elle dure 45 minutes, il n'y a pas de parole, juste il cuit des carrés de veau. Et moi, le principe m'enjaille de base, quoi. J'ai vraiment envie de voir Magimel, ça. en fait, c'est un moi peu les très peu. nouveaux... Hein. Ah, mais moi, oui, L'inverse. clairement. Ça a l'as pas l'air vendu. trop nul, mais en même temps, ça a l'air trop ouf à voir dès Oui. qu'il y a un mec qui a posé sa caméra Ouais. qui a dit 2h14 de carré de veau, bonne à Magimel, bienvenue sur Télématin, on filme. Magimel, c'est nouveau Martine. Magimel qui boit du vodka. Magimel qui emmène là-bas. Ouais, il fait ce Suis qu'il veut. Magimel dans ses aventures Non, mais ça a l'air- diverses et ça- variées. C'est tellement ça. Il Ça m'a a fallu l'air du temps super. pour parler. Le premier Martin que je suis venu, c'était Scorsese. Jusqu'à arriver, Ah Martin non, fait. non, non. Martin Scorsese à la plage. Attends, je l'ai pas vu celui-là. Quant à moi, j'ai regardé seulement l'épisode 1 pour l'instant de la fameuse série qui fait beaucoup parler, qui est The Idol, ou The ouais. Idol, avec un autre accent anglais, si jamais vous n'avez pas compris la première fois que je l'ai dit, ce qui est très possible. La nouvelle série de Sam Levinson, qui est également le réalisateur d'Euphoria, qui a pas mal fait parler aussi ces dernières années, qui est une série donc produite par The Weeknd, avec Lily Rose Depp dans le rôle principal. Et en fait, on entend beaucoup parler en ce moment, donc j'avais un petit peu de voir si c'était effectivement nul, comme tout le monde le dit. Et ben, contre toute attente, c'est effectivement de la merde. C'est très mauvais. Non, alors j'ai vu que l'épisode 1, donc peut-être que ça va s'arranger, mais au vu des critiques qui ont vu l'ensemble de la série, j'imagine que ça va pas aller en s'améliorant, quoi. En fait, ça veut essayer de donner l'impression que c'est une satire dans l'industrie musicale, sauf que ça fait exactement le contraire. Au lieu de satiriser, ça continue, ça perpétue en fait les codes ultra sexualisants et objectifiants, surtout pour le personnage féminin principal. Tout ce qui me plaît finalement. Hein. Surtout que Sam Levinson, il a un sacré souci de base quand même. Il a un cet homme. sacré souci, c'est et compliqué. justement, ce que je voulais dire, c'est que dans Euphoria, ça m'avait dérangé, mais je trouve ça très dissimulé. Enfin, Plutôt dans la saison 2 que dans la saison 1, hein. C'est un peu ça. c'est vrai, c'est en train d'aller de pire en pire, mais en fait, beaucoup de fans d'Euphoria refusaient de voir le sexisme de Sam Levinson. Et là, dans The Idol, c'est tellement criant qu'au moins, bon, bah là, il n'y a plus de doute à avoir, quoi. Donc, Ouais, il a tendance peut-être. à pornographier, quoi, littéralement. Exactement. Mais au moins, on se rend compte avec ces nouvelles productions et c'est pas plus mal. Et puis, avant de terminer cette petite digression, j'ai envie de faire un petit coucou à un auditeur bien particulier. Ah oui. Hein, n'est-ce pas, Thomas, qui nous écoute depuis le Japon. Et non, ce n'était pas un VPN de Léo. Alors, on te fait des coucous, Thomas, et du coup, grâce à toi, on peut officiellement dire qu'on est un podcast international, ce qui est quand même très stylé. Let's go. Mais c'est ouf parce que je suis ravi pour ce monsieur qui nous écoute depuis le Japon et je suis déçu que ce soit pas le VPN de Léo. Tu sais, il y a un espèce d'entre-deux où je trouve que c'est beaucoup trop incroyable Ah non. et improbable pour que ça, Moi, pour je que trouve ce ça soit beaucoup vrai. mieux cette version que ce Et qu'on a c'est- imaginé à l'épisode Mais 5. bien sûr, mais c'est fabuleux comme truc. Enfin, C'est trop bien. Alors, on va gentiment passer au tout premier film que l'on propose pour cette émission. C'est un film que je propose et qui s'appelle Annihilation. Your husband's here. Let me see him. He's extremely ill. You have to tell me where he was, what he was doing. It was his decision to go in. It's something they termed the shimmer.
Lena, biologiste et ancienne militaire, participe à une mission d'exploration destinée à comprendre ce qui est arrivé à son mari dans une zone où un mystérieux et sinistre phénomène se propage le long des côtes américaines. Une fois sur place, les membres de l'expédition découvrent que paysages et créatures ont subi des mutations et malgré la beauté des lieux, le danger règne et menace leur vie, mais aussi leur intégrité mentale. Annihilation donc est un film de science-fiction et d'horreur, production américano-britannique, sorti en 2018. Et c'est une adaptation du roman du même nom, Annihilation, de Jeff Vandermeer, qui était un succès en 2014 et qui a même fait l'objet d'une trilogie. Et donc, aux commandes de ce film, on trouve le réalisateur anglais Alex Garland. C'est un film qui était très peu distribué en salle, et je trouve ça bien dommage d'ailleurs, il aurait mérité une projection sur grand écran, mais je vais y revenir pourquoi. Les retours des projections tests en fait étaient tellement mauvais que les producteurs ont décidé de ne pas le distribuer au cinéma, mais juste de passer par Netflix. Dans la plupart des pays, à part États-Unis et la Chine qui ont eu le droit à quelques projections en salle de cinéma, la plupart des pays ont eu la distribution par Netflix. C'est d'ailleurs comme ça que moi j'ai découvert. Attention, ce n'est pas une production Netflix. On ne mélange pas les torchons avec les serviettes, s'il vous plaît. Quoique, peut-être que c'est un torchon, je ne sais pas encore l'avis de Seb et Mathieu. Bon, le réalisateur Alex Garland fait un très beau début de carrière. Donc, d'abord, il commence en tant qu'écrivain. C'est lui qui écrit le roman La plage, qui va servir de base pour le scénario du film, gros suspense, La plage. Garland, ensuite, va démarrer sa carrière au cinéma donc avec Danny Boyle, qui est le réalisateur de La plage, et puis ils vont souvent collaborer. Garland va notamment scénariser 2 autres films de Danny Boyle, 28 jours plus tard et Sunshine. Sunshine, qui a d'ailleurs un synopsis qui rappelle un peu Annihilation. Je vous lis les premières lignes. En 2057, le soleil meurt en s'éteignant progressivement. Un vaisseau avec un équipage de 8 astronautes est envoyé dans l'espace pour tenter de le rallumer. C'est technique, j'ai envie de voir ça. J'ai envie de voir des gars qui rallument un soleil. Mais en tout cas, il y a... Je crois que c'est très bien en plus Sunshine, blague à C'est part. vrai, mais Ouais, alors ouais. là, les premières lignes, je sais pas, ça fait très nanar, mais j'imagine que c'est... Mais parce que c'est les scénarios Wikipédia, ça c'est tout pété. Mais C'est non, vrai, non, mais je crois que ça me fait Sunshine c'est marrer. bien. Ah, très peu un scénario, plutôt un résumé, mais. Oh, ça va toi, hein, ça va. On voit un peu des filiations, enfin, il y a aussi un peu cette idée de groupe de scientifiques qu'on envoie pour résoudre un problème. Et c'est pour ça que je fais un petit lien avec Annihilation. C'était aussi pour simplement lire ces 2 lignes que je trouve d'un grand régal. Alex Garland, donc, vous l'aurez peut-être compris, c'est d'abord un homme d'écriture, qui crée des romans, qui les adapte au cinéma, qui écrit beaucoup de scénarios. Chaque projet auquel il participe ne sont pas toujours des succès commerciaux, mais il a très souvent des critiques positives. Et c'est en 2014 qu'il va vraiment passer du côté de la réal, avec son tout premier film qu'il réalise et qu'il écrit aussi, Ex Machina, qui sera donc un succès critique et commercial assez étonnant. Et moi, je pense qu'il appartient aux films de science-fiction qui seront les plus marquants des années 2010, parce que, sincèrement, on en parle beaucoup, il est assez connu. Alors, je sais que certains en ont eu un petit peu marre de parler de ce film en cours de philo, je me tourne vers Mathieu. J'ai pas voulu le voir à cause de ça en fait. Bon, voilà. Mais toi, Seb, je crois que tu avais plutôt apprécié Ex Machina. Oui, j'aime bien. Voilà, moi j'avais aussi beaucoup aimé, c'est comme ça que je connais d'ailleurs Alex Garland. Donc voilà, un film qui a surpris la critique, à tel point qu'en 2016, il est nommé pour l'Oscar du meilleur scénario original, et il gagne l'Oscar des meilleurs effets visuels. Il était quand même nommé à côté de Mad Max Fury Road et Star Wars épisode 7, qui ont tous les deux des budgets 15 fois plus élevés qu'Ex Machina. Donc Et c'est qui quand ont même... gagné. qui ont gagné d'autres Oui, non, Oscars mais que... ouais. Oui, mais là c'est Oscar des meilleurs effets visuels. Ah oui, Ah oui, Ouais, si après, tu il y a m'écoutais, aussi ça l'effet. changerait tout, Mathieu. c'est vrai. Il y a aussi l'effet visuel sur un personnage en particulier. C'est ça, Comparé mais dans c'est Star fou. Wars ou Mad Max, mais c'est vrai que c'est. Oui, c'est ça qui est impressionnant, parce que c'est quand même 2 blockbusters qui ont les effets visuels à tous les niveaux, mais c'est Ex Machina qui gagne avec un budget beaucoup plus réduit. Donc, très belle perf pour un premier film. Et donc, en 2018, il arrive avec Annihilation, porté par Nathalie Portman. Il n'y a pas de jeu de mots, j'ai pas fait exprès. Mais je fais genre que j'ai fait exprès. Donc c'est avec ce film-là qui confirme vraiment son virage dans la SF. Et en 2022, tout dernièrement, il est arrivé avec Men, son tout nouveau film que je n'ai pas vu. Et donc je me tourne vers Seb. Qu'est-ce que ça vaut un peu Men? Alors moi je vais me tourner vers Mathieu parce que j'ai pas vu. Ah oui, c'est juste, pardon. Si tu m'écoutes un petit peu, Marjorie. Ah, bien joué. Le karma immédiat. Alors je vais essayer d'être le plus succinct possible et histoire de pas trop mettre là-dessus, c'est de la merde. Très bien. Personne s'y attendait à celle-là. Alors, bon, bah voilà. Alors, est-ce qu'il est en train de faire une chute de carrière après ce très beau début que je vous ai décrit? On va voir ça avec C'est un claquage Annihilation. au départ, ça. Avec Annihilation, que donc j'ai vu il y a 5 ans à sa sortie sur Netflix. J'en ai gardé un plutôt bon souvenir. Je sais qu'il n'est pas sans défaut, mais je pense que ce sera intéressant d'en discuter. Et du coup, j'ai hâte d'entendre vos avis. Je me tourne vers Seb. Oui, alors Annihilation, un mot que je n'arrive pas à écrire. À chaque fois que j'ai réécrit Annihilation sur mon fichier Word,
Ça met C'était annulation. C'était faux, du coup, voilà. Donc, c'est un film qui part sur une réal et une construction de plan en général très épurée, qui va assez bien avec l'atmosphère aseptisée que dégage, on va dire, c'est une institution. On comprend pas trop où ils sont envoyés avant d'être envoyés dans C'est une base militaire. Ouais, une base militaire, mais ouais, il y a ce côté aseptisé et ça renvoie assez bien justement avec tout ce côté épuré, peu de musique ou de la musique très planante, très nolanesque. Première fois que tu fais un commentaire sur la musique. Eh oui, que tu la remarques. Tout ça pour dire nolanesque, hein, je vous jure. Ouais, c'était pour dire ça, autant rien dire. Aussi dans ce côté vraiment qui respecte ce côté aseptisé sans folie du lieu, il y a vraiment ces mouvements de caméra qui sont on est sur quelque chose qui est extrêmement précis, c'est sur rail et ça rappelle vraiment bien l'univers scientifique dans lequel le film prend place. Donc pour moi aussi l'incipit. Alors on m'a demandé de préciser ce que c'est un incipit. Un incipit, c'est un début de récit. Que ce soit dans un livre, que ce soit dans un film. Un incipit, c'est où ça débute. Donc Merci pour cette explication. Merci à vous. Donc pour moi, l'incipit, il marche très bien. On laisse planer le mystère tout en expliquant assez intelligemment et de manière assez détachée les enjeux du film. Donc globalement, pour moi, le film, il part assez bien. Et en plus, je l'ai pas dit, mais l'image est forcément très belle. C'est des images qui sont très travaillées. Il y a un jeu sur la lumière, il y a un jeu... Ça marche très bien le début. Pour moi, c'est après que ça perd un peu d'intérêt. Déjà, il y a quelque chose que je comprends pas, et je sais que c'est tiré d'un livre, du coup, peut-être que l'explication vient de là. Je comprends pas le chapitrage. Parce que pour moi, ça crée des coupures où il y en a pas besoin, et je trouve que dans un film où un des enjeux, c'est la distorsion du temps, c'est ultra bizarre de rajouter artificiellement quelque chose qui vient perturber la linéarité. On aurait gagné à garder justement quelque chose où le temps il est flottant, on sait pas trop où on est, ça avance, on n'a pas trop d'idées. Comme ils essaient un peu de nous construire la première fois qu'ils rentrent justement dans cette zone où on dit ça fait minimum 4 jours qu'on est dedans alors que on a juste vu une coupure. Mais sauf qu'ils ont fait une coupure franche. Et du coup, moi je pense moi ça me laissait à dire oui, c'est passé beaucoup de temps de ces deux moments. Dès qu'ils sont dans la zone, je trouve que ça commence aussi assez bien parce qu'il y a une utilisation judicieuse du hors-champ, donc ce qui n'est pas montré, avec la première attaque de l'alligator ou du crocodile. Sauf que c'est désamorcé après 10 secondes, parce qu'après 10 secondes, il sort de l'eau et directement, ça tire au fusil. Enfin, je pense qu'ils auraient gagné à garder un petit peu plus de hors-champ, parce qu'en fait, dans ce film, et on va le voir, on montre absolument tout. Et des moments, on a l'impression que c'est du show-off d'effets spéciaux en mode « Oh, regardez comment c'est beau, regardez comment on maîtrise », alors qu'il y a certaines choses qui seraient plus terrifiantes rester cachées. Je dis pas que les choses qui sont montrées sont pas intéressantes, pas belles, mais moi je trouve la terreur plus grande dès que l'alligator, on le voit pas, on sait pas ce qui les a attaqués, que « Oh mon Dieu, c'est un alligator requin », et puis voilà, on l'a étudié, puis c'est terminé. Aussi, plus qu'à la fin qu'au début du film, mais ça cabotine à la muerte dans ce film, je pense... Je sais qu'il y a Nathalie Portman et Tessa Thompson, l'actrice Métis, la troisième, je la connais pas, mais elle a un moment, vraiment, elle a tout donné. Mais t'es là, arrête-toi maintenant. Non, ça cabotine très très fort. Aussi, un autre point que j'ai pas aimé, la forme narrative du film, elle devient insupportable à la langue. Parce que je parle notamment quand Portman elle parle aux scientifiques à chaque fois de ce qui s'est passé. J'ai l'impression de regarder le film avec quelqu'un qui a déjà vu le film et qui fait que de me le commenter. Parce qu'elle dit des trucs de ce qui s'est déjà passé, ce qui va encore se passer. C'est insupportable, je comprends pas. En plus, c'est chiant parce que c'est un film de survival un peu. On voit l'inspiration Alien. Je sais que c'est un film de survival. Je sais bien que l'héroïne va rester à la fin, etc. Mais faites semblant d'en avoir quelque chose à foutre, faites semblant de me prendre dedans, j'ai envie d'y croire qu'ils vont pas mourir les autres. Mais non, là on s'en fout, du coup on va tout nous dire, et puis en fait on regarde une histoire où on sait très bien où ça va, et je trouve que là pour le tout c'est pas très bien amené. Et tout ça m'amène au point culminant de mon argumentation, c'est qu'en fait le film il est chiant à mourir, parce qu'il se passe quasiment rien, et je suis pas vraiment passionné à la découverte de requins alligators ou bien d'ours perroquets, où j'en ai aucune idée, et en fait c'est filmé de manière tellement mécanique que ouais, c'est super beau, les effets spéciaux franchement rien à dire, mais au fait c'est un espèce de documentaire sur une faune et une flore qui n'existent pas, et ça m'intéresse pas de ouf. Parce que c'est un peu comme Avatar. Alors franchement, c'est quelque chose que je dis pas mal sur Avatar oui, c'est super beau.
mais ça suffit pas. Sauf que dans Annihilation, il y a plein de messages que peut-être tu n'as pas vus, pas lus. Non, Ils m'ont pas donné envie de les voir. ouais, c'est pas faux. Ben, j'expliquerai après. D'abord, Mathieu, qu'est-ce que tu as pensé d'Annihilation? Donc, pour revenir un petit peu sur le tournage en lui-même, déjà, je sais pas si tu l'as précisé ou c'est peut-être moi qui ai mal compris, mais Alex Oui, Garland parce est que tu d'abord... m'écoutes pas depuis le début du podcast, donc ça m'étonnerait pas. On sent un grief. Un petit taquet. Alex Garland est d'abord romancier et il est non seulement scénariste sur Sunshine et 28 jours plus tard, mais il a écrit les romans Sunshine et 28 jours plus tard aussi. Oui, alors hein. je l'ai pas dit, mais effectivement. Ok. Voilà, donc du coup, je t'écoute. Ça va. J'ai lu Oscar Isaac qui joue dedans notamment. Attends, t'as dit tout ça juste pour lui mansplainer un truc sur Non, Alex j'ai dit Garland. ça pour préciser qu'Alex Garland il est d'abord romancier en fait et que c'est pour moi un meilleur romancier qu'un meilleur réalisateur, mais je vais y venir. Ok. Moi, j'ai dit qu'il commençait sa carrière en tant qu'écrivain. J'ai pas dit qu'il était meilleur écrivain que réalisateur. Ça, c'est ce qui t'appartient. Alors du coup, c'est C'est ma ton partie. avis. 50-50, allez. J'ai lu qu'Oscar Isaac qui joue un des seconds rôles, on va dire masculin, parce qu'il a clairement pas un rôle mis en avant. Il shootait Star Wars 8 en même temps dans le studio qui était à côté, et du coup, il avait la même caravane, et des fois, il faisait les deux tournages le même jour, ce qui peut-être explique l'hémorragie qu'il fait dans le film à un moment donné. Et j'ai aussi lu, et ça va te plaire, Seb, que c'était Francis McDormand qui était prévu pour le rôle de Ventress, qui est joué par Jennifer Jason Leigh au départ. J'aime les deux, j'adore les deux. J'aurais préféré Frances McDormand. Ouais, je crois, moi, je sais pas, Jennifer Jason Leigh, je n'ai pas grand chose à foutre d'elle en fait, mais. Ouais, j'adore cette actrice. Mais ouais, enfin, pour moi, elle fait le taf dans la mesure où elle a pas vraiment un rôle très démonstratif, tu vois, elle a pas un. Voilà, donc, mais voilà, ça aurait pu être McDormand dedans, ça aurait été marrant qu'on l'ait deux fois dans l'émission, du coup. Et Alex Garland a écrit le scénario d'après un souvenir du roman qu'il n'a pas relu pour le film. Ce qui explique peut-être le côté flou de l'histoire. C'est comme on est, peut-être qu'il s'est dit comment ça finit ça déjà? Oh, on m'avait un générique, hein. Voilà. Très beau générique de fin d'ailleurs. Très beau générique de fin, j'ai oublié, j'ai coupé, je crois. Je vais pas revenir sur ce qu'a dit Seb. Je trouve vraiment que la DA et la photo sont vraiment, vraiment cool. C'est probablement le seul point que je vais retenir du film. Je suis désolé, mais vraiment, le visuel de certains plans rend vraiment très, très bien. Les animaux, les trucs comme ça en 3D, enfin, animaux / mutants, parce qu'il y a quand même un rocalligator au milieu, enfin voilà, Ouais. il marche bien, disons. L'ambiance générale est belle. Mais ça raconte pas grand-chose, j'ai l'impression. Et alors, soit je suis passé à côté d'un truc et j'en suis persuadé parce que la fin, elle me semble pas très claire. Mais en même temps, j'ai un peu l'impression que c'est ce genre de film de petit malin, tu sais, où il y a une fin pas très explicite pour donner un petit côté edgy du genre, ils vont pas comprendre mon film, quoi. Style Vivarium. Style Vivarium, style réalité. Tous les films que je propose, en fait. Style tous les films que je Style propose. Burnout. Ah, pas Burnout, non, désolé. Ah non, là, il n'y a pas de message. Burnout, c'est un film de petit malin, mais c'est tout. Donc non, c'est un des plus beaux films visuellement que j'ai vu, mais j'en ai pas grand-chose à foutre dans la mesure où il y a un immense... Non, mais en SF, je trouve que c'est bien foutu, Ok, tu oui. vois. Un Mais des dans plus l'idée... beaux. Non, mais visuellement, il a Visuellement. Ah, ok. dit. Oh là 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 là. Personne t'écoute. Mais en fait, j'ai un problème, c'est qu'il y a un ventre mou, mais qui commence à peu près à 15 minutes et qui termine à peu près à 1h55. Donc, du coup, c'est compliqué. C'est qu'effectivement, juste, elle avance dans son truc, elle va à son truc, elle revient de son truc. On n'a pas d'explication, elle non plus, elle-même quand tu lui poses des questions, alors que comme tu l'as dit, la structure, elle est en flashback, donc elle est censée avoir plus d'infos que ce que nous, on vient de voir, ou du moins, elle devrait amorcer la suite. Et à chaque fois qu'on lui pose une question, elle dit, je sais pas. Soit vous arrêtez de lui poser des questions, soit tu fais semblant de répondre autre chose parce que c'est très chiant en fait comme structure. Oui. Et il y a ce truc, et puis Nathalie Portman, quoi. Enfin, on en a parlé un peu avant, toi t'es pas trop d'accord. Moi je trouve qu'elle joue extrêmement mal dans ce film. Et je trouve que j'ai pas vu beaucoup de films avec elle, mais jamais elle joue bien dans ceux que j'ai vus. Mais j'ai Ah pas vu ouais ses grands Alors, rôles. Est-ce que t'as c'est vu une Black bête Swan? d'actrice. Non, justement, j'ai pas vu ses grands rôles. non. Brothers, non, enfin, moi je trouve que c'est une bête Voilà, d'actrice, on en a quoi. parlé avant. J'ai pas vu certains des rôles où apparemment elle joue bien. C'est à mais quel rôle que tu penses quand tu dis ça? Je pense aux 3 Star Wars, je pense dans tous les Thor, je pense dans celui-là, je pense, enfin, les trucs grand public parce que je me suis pas penché trop sur sa carrière. Ouais, parce mais que, après, voilà, la mais direction d'acteur aussi dans ce genre de. Enfin, c'est sûr que dans Sex Friend, elle va pas jouer comme elle joue dans Black Swan, quoi. j'ai pas vu Sex Friend, mais j'espère qu'elle joue mieux que là-dedans. Que dans Ah, Annihilation, mais. Moi, Sex Friend, c'est un peu un péché mignon. Je vais pas Mais mentir. t'as un truc toi, sur les voilà. Et sinon j'ai lu et ça peut être intéressant en tout cas on va dire en avant tournage qui était intéressant, c'est qu'il semblerait que toutes les formes vivantes non agressives, c'est-à-dire autant le personnage de Nathalie Portman que les plantes que Elle peut être très agressive, Nathalie Portman. Hein, je sais pas ce qu'il fait dire ça. dans ce film-là elle est assez passive. Ouais, il disons. défonce un recalligator. Oui, mais les autres tirent avant dans l'idée. Non pas le même traitement, et on en reparlera, que les formes qui sont présentées comme agressives au premier abord, notamment l'alligator ou le personnage de Anya, qui est joué par celle dont on n'avait plus le nom, justement. Qu'on a toujours ça pas va le nom. vraiment lui faire mal. Ouais, On va ouais. Jusqu'à ce que je l'appeler check la sur Wikipédia. cabotineuse. Mais elle cabotine les 4, laquelle tu parles? La cabottineuse principale, celle dont c'est pas le nom. Ah, Alors, mince.
pendant que vous parlez, je vais faire Par contre, Tessa une petite Thompson, je recherche. suis assez content de voir qu'elle fait ce film-là en 2018 et que depuis, elle s'est améliorée. Parce que ça aurait été dommage de voir que ce soit un retour en arrière. Non, elle joue pas très bien, mais elle joue mieux après. Donc je suis content. C'est qu'on est sur une pente ascendante. Alors, on est sur une pente ascendante de Gina Rodriguez. Voilà, grande carrière, Gina Rodriguez. Qui est Gina Rodriguez? Gina Rodriguez, qui donc est née en 1984. Ah, on est sur un Wikipédia style. On reste là-dessus. Allez. Qui est également réalisatrice. Et si vous voulez savoir qu'est-ce qu'elle a Ah ouais, je réalisé, me réjouis de savoir ce qu'elle a fait. je vous le dis dans une demi-seconde, le temps de scroller. Une demi-seconde. Elle a le temps de scroller. réalisé un épisode de Jane the Virgin. Ah, Un mais c'est épisode- celle de Jane the Virgin en fait. Ah oui, elle qui c'est joue dedans. l'actrice de Jane the Virgin. En Bah fait, voilà. Ah, mais carrément, voilà. ouais. Bah voilà. Bah, Voilà, bah c'est la meuf de Jane the Virgin. est-ce qu'elle Super. joue bien dans Jane the Virgin? J'ai pas vu Jane Jamais the vu. Virgin. On va pas regarder Jane the Virgin. Voilà, c'est tout pour moi. Avais-tu fini ton avis sur le film? Je finis sur quoi? Sur le fait que j'ai Tu pas fais- vu Jane the Virgin. Faut pas dire finir sur Gina Rodriguez, Non, parce que c'est c'est très pour ça sale. que. Non, mais enfin, je vais me répéter, mais c'est un film qui, pour moi, a une fin qui est pas claire, mais pas parce qu'elle est compliquée à comprendre et qu'on n'a pas assez réfléchi, parce qu'elle est volontairement pas claire dans la mesure où j'ai un scénario un peu compliqué et le grand public n'est pas capable de l'emmagasiner en entier. Et c'est le genre de film qui m'énerve, en fait. Donc, voilà. Je vois. En fait, je suis d'accord avec tout ce que vous avez soulevé. Hein. Comme j'ai dit, j'ai beau apprécier le film, il y a plein de travers que je lui trouve, et ça n'empêche pas que je passe quand même un bon moment quand je le regarde. C'était seulement la deuxième fois que je le revoyais en 5 ans, et chose très bizarre, je me souvenais de toutes les scènes, de tous les décors, de tout ce qui se passait. Je sais pas pourquoi ce film-là m'a particulièrement marqué. Donc, je l'ai vu il y a 5 ans, j'avais 16-17 ans. Est-ce que peut-être, je sais pas, j'étais dans une période compliquée où j'avais besoin de m'identifier à un personnage perdu, j'en sais rien. Mais c'est un film, voilà, que j'avais apprécié, mais dont je suis ravie de discuter avec vous. Moi, ce que j'apprécie, c'est les thématiques abordées. C'est-à-dire que c'est un film qui tourne autour de la question de l'identité, et toute cette zone du miroitement réfracte l'ADN humain et végétal, ce qui, tu l'as dit, je crois, Seb, donne lieu à des hybridations, des mutations, et il y a des créatures qui vont être en fait à cheval entre plusieurs catégories. Et en fait, ça a posé cette question de l'identité et de l'authenticité des gens qui rentrent dans le miroitement. Est-ce qu'ils vont être toujours pareils quand ils vont ressortir ? Et en fait, ça, c'est lié à la question de l'autodestruction. On a le personnage de la psychologue qui est donc joué, vous avez dit Jennifer Lee, c'est ça son prénom ? Jennifer Jason Leigh. Jennifer Jason Leigh, qui joue une psychologue et qui explique que les gens ont une tendance à auto-saboter leur carrière ou leur relation amoureuse ou amicale. Elle-même est atteinte d'un cancer. On apprend aussi qu'il y a un personnage qui se mutile. Une autre a une fille qui est décédée d'une leucémie. Il y a un personnage, Anya, justement, Gina Rodriguez, qui est apparemment une ancienne alcoolique. Donc, en fait, elles sont toutes reliées par une forme d'autodestruction. Et en fait, ça rentre en opposition avec le monde qu'elle découvre, qui semble dangereux, mais qui crée aussi une forme de vie qui peut dupliquer les cellules et qui crée du neuf, en fait. Ce monde alien crée du nouveau, alors que le monde humain est en décomposition. Et ça, c'était quelque chose qui m'avait pas mal parlé. J'aimais beaucoup toutes les thématiques génétiques qui étaient abordées. Je relève aussi la qualité des visuels que vous avez évoqués. Pour vous faire une petite image, chers auditeurs, de à quoi ça ressemble, par exemple, la zone du miroitement. Alors, j'ai trouvé l'expression, en fait, c'est entouré d'un champ électromagnétique iridescent. Donc, il faut simplement se représenter des flaques d'essence verticales qu'on peut traverser. C'est ce que j'allais dire, ouais. C'est exactement ça. Mais c'est très beau, ça fonctionne très bien et ça va dans cette idée-là de la réfractation, de la fragmentation de la lumière. Donc, c'est quelque chose qui est assez tenu de bout en bout. Après, voilà, ces thématiques mises à part, il y a effectivement un certain nombre de faiblesses. Et moi, là où j'y vois des faiblesses que vous n'avez pas trop parlé, c'est les personnages secondaires que je trouve sous-développés. Typiquement, toutes les collègues là, de Portman, on n'en a absolument rien à carrer de qui elles sont, de si elles Non, vont parce mourir. qu'on sait et qu'elles de- vont claquer au début. On Elle sait le qu'elles dit vont dès- claquer, ça je suis d'accord. Mais par contre, on n'est pas émotionnellement impliqué particulièrement quand elles disparaissent. Enfin, Ah il non, y a... on s'en branle. Non, mais dans la mesure où c'est tous des personnages secondaires. Qu'est-ce que tu veux? Il n'y en a pas un qui est vraiment développé. Donc, Oui, mais un personnage secondaire peut être développé, c'est pas dans la. Oui, non, mais là, il n'y a pas définition. un personnage quasiment du film qui est vraiment développé. Donc, Ah, tous, tu dis même, tu comptes la moi, Nathalie Portman, j'ai Lena, pas un qui est- personnage plus développé que les autres. Bah, il y a quand même une petite différence, un petit déséquilibre avec les persos Il y a principaux, on a temps un peu plus présence de à l'écran, background. mais- En fait, moi, ce que j'ai pas trop aimé, c'est qu'il y a toute une scène, en fait, où Lena, donc le perso de Nathalie Portman, se fait présenter toutes ses futures collègues par un autre personnage, et c'est vraiment au forceps, quoi. Alors, elle, c'est Anya, elle est alcoolique, elle, c'est Josie, elle se mutile, et Ah c'est oui, sur une la barque, phrase c'est par abusé. personnage. c'est C'est compliqué. abusé, ouais. C'est vraiment, ça fait listing, une phrase par personnage. On n'y revient jamais sur les éléments qui sont évoqués. Et donc, on peut pas se sentir impacté quand l'une d'elles décède. Donc, franchement, on s'en tamponne un peu de toutes ces meufs, alors qu'elles ont l'air super intéressantes et que c'est cool de faire un escadron que de meufs. Ça change, mais
bah c'est pas plus exploité, enfin on sait pas plus leur histoire. Bah, si je peux te couper une petite seconde, je Vas-y, m'excuse. vas-y. Dans le roman, que je n'ai pas lu, mais j'ai lu vaguement le résumé, c'est une forme quasiment épistolaire. C'est le personnage de Lena qui raconte son voyage, entre guillemets, après, sous forme de lettres. Et aucun personnage n'est nommé ni représenté, parce qu'il y a une biologiste, une psy, une marine, je crois, je sais plus quoi. Donc elles ont même Une pas de nom. linguiste aussi. Une linguiste, elles ont même pas de nom, c'est ça. Oui, Donc ça alors- participe peut-être de ça. C'est totalement ce que j'allais dire maintenant, donc merci Mathieu d'avoir marché sur mes plates-bandes, Désolé. mais ou de m'avoir aidé simplement dans ma transition. J'ai pu lire plusieurs avis justement sur le roman Annihilation, et c'est une des critiques négatives qui revient, c'est qu'elles sont complètement désincarnées, ces personnages. Et elles sont pas nommées, mais même le perso principal, il y a une forme de distance qui s'installe avec les lecteurs. Donc ouais, clairement ça vient peut-être de là. Je sais pas si Garland recrée le style d'écriture Je pense dans la qu'il mise en essaye, scène, ouais. ou alors c'est simplement une erreur de sa part, ce qui est très probable aussi. Et je pense qu'on va avoir besoin d'une partie spoiler, vous me direz si vous en voulez une ou pas, mais effectivement, le dernier quart d'heure est totalement fucked up et nous offre un beau cadeau interstellar, c'est-à-dire que il y a une espèce de renversement qui fait que si vous accrochez, tant mieux, si vous accrochez pas, ça va vraiment définir votre appréciation globale du film, quoi. C'est tellement, il va loin dans son parti pris, mais pour le coup, et je voulais voir ça avec vous, on peut pas lui reprocher de pas aller au bout de son idée parce que je trouve qu'il va quand même assez loin finalement dans ce qu'il propose. Ah, Alors Mathieu. moi, je trouve, Dans la mesure où il a pas beaucoup d'idées, on peut pas vraiment lui reprocher d'aller trop loin, effectivement, mais... moi, je trouve qu'il y a plein d'enjeux qui sont méga intéressants à prendre au moment où il rentre. Je pense justement à la distorsion du temps où, en fait, à la fin, on s'en fout. On dit 2-3 fois, ah ouais, t'as passé 4 mois dedans, mais en fait, c'était 4 semaines, ou genre... Mais finalement, dès que c'est dedans, j'aime bien l'idée, le concept de justement ça, mais dès qu'ils sont dedans, au final, c'est ultra linéaire, ils se déplacent là, ils vont là. Et je trouve que, après aussi, le fait de devenir fou et tout ça, enfin, même ils retrouvent des vidéos des derniers qui sont venus, notamment avec Oscar Isaac, ils en font pas des trucs de malade, alors que ils sont censés devenir fous ou bien avoir une réaction sur leur corps. Et je trouve que là, ça se perd un peu parce qu'ils ont un objectif vers la fin, où justement pour ce quart d'heure fucked up, et qu'ils abandonnent tout ce qu'ils ont eu avant pour à ce prix-là. Comme tu le dis, c'est une structure narrative assez classique, hein. C'est un groupe de personnages qui va d'un point A à un point B. Et il y avait beaucoup, beaucoup de potentiel à faire avec tout l'univers qui est créé. Et effectivement, on peut se dire qu'à certains endroits, c'est un peu sous-exploité, notamment au niveau de ces transformations physiques. Est-ce que vous avez envie d'une partie spoiler pour en parler ou pas forcément? Je vous sens moyen chaud. Oui, moi, oui. Oui, je pense qu'on est Petite obligé. partie spoiler. parce que, voilà. Alors on ouvre la parenthèse spoiler, Léo, s'il te plaît. Mais c'est quoi la fin? C'est quand il meurt. Hello. Écoutez, j'ai aucune blague à faire sur ce son. Je trouvais juste qu'il était super agréable à écouter, du coup je vous le laisse quelques temps. Et si jamais la partie spoiler se finit à 39 minutes et 35 secondes. Alors, il y a plusieurs choses dont on peut parler. Il y a notamment cette fameuse scène de l'ours, par exemple. Je crois que toi, Mathieu, tu avais des questions par rapport à cette Moi, scène. j'ai juste noté qu'est-ce que c'est que cet énorme ours tapir zombie qui parle. Je vais vous dire qu'à ce moment-là, j'en avais déjà plus grand-chose à foutre, mais qu'en plus, j'avais pas très bien compris ce que c'était. Alors, j'ai lu après qu'il parle avec la voix de la première qui disparaît, dont le nom est... Shepard. Cass Ah bah, Shepard. Ouais, j'allais dire incroyable, vous savez pas qui c'est, moi non plus. Ok, donc Cass Non, Shepard. c'est Cass Shepard. Ouais, non, moi j'ai pas retenu, ok. Parce qu'on sait pas l'actrice, on va dire Cass Shepard. Autrement, c'est Nathalie Portman, Gina Rodriguez. Mais... Donc voilà, j'ai d'autres points à voir, mais déjà, ouais, qu'est-ce que c'est que cet ours tapir zombie qui Moi, parle Mais je pense- Il est bien. Hein. Enfin, C'est pas la question. Qu'est-ce que c'est Mais Qu'est-ce qui m'a il y a foutu pas. là Mais alors justement, alors on revient à la question, le truc qui était soulevé par Seb. On ne sait pas plus que ça, et peut-être c'est tant un mieux espèce finalement. d'ours perroquet, en fait. Genre, Ah. parce qu'il a. Non, mais c'est ça, il a la capacité de mimétisme d'un espèce de perroquet en étant un ours moche. Ouais. Alors, ok. Moi, je le voyais dans le sens que, puisqu'ils sont dans cette zone qui recrée l'ADN et tout ça, s'ils intègrent le corps d'un humain, ils commencent en fait à intégrer la voix, à intégrer des choses comme ça. C'est pas un ours Je pense que perroquet. Ça, Je pense c'est que plus ça stylé tient que ma plus. théorie. Il me semble que c'est ça, en Mais tout oui, cas. parce qu'en fait, Théorie après, apprise sur mais rien. oui, mais c'est clair, parce qu'après, il y a ces arbres, Oui. arbres humains et Ouais, tout. ouais. Oublie ce que j'ai dit avec Lars L'idée, Perroquet. Non, c'est mais comme clairement. l'alligator requin, c'est de montrer des croisements d'espèces dont c'est impossible normalement. Mais c'est là où je veux en venir au niveau scénario, c'est-à-dire qu'on a déjà eu l'alligator requin, on a déjà vu que ça pouvait tuer, que ça pouvait être méchant, machin, que les effets spéciaux étaient bien faits. À quoi sert cette espèce d'ours zombie, machin, à part tuer un des personnages dont on se fout? Bah, de l'horreur. Eh ben, j'allais te répondre, Ouais, mais tuer un nouveau personnage. J'allais C'est dire, tout. voilà, vous avez présenté, enfin, Marjorie a présenté ça comme un film de SF horreur. Il n'y a pas vraiment de scène horrifique, il y a À ce part truc-là.
Ouais, du coup, c'est une scène un peu violente. Moi, je reprocherais plus de pas avoir plus de ces bêtes, parce qu'au final, moi, c'est où un je dis peu que ça le où je film veux est en vide, venir. c'est qu'il y a 2 bêtes. C'est un peu là où je veux en venir, c'est que soit t'en mets 14 façons de parler, et puis du coup tu crées un vrai lore, un vrai bestiaire, et t'as quelque chose à raconter, soit t'en mets une pour montrer que c'est violent, mais après tu passes à autre chose. En mettre 2 de manière épars, juste parce que ton film il commence à se ralentir un peu. C'est pas faux, c'est ça fait étrange. apparaître le monde qui est présenté comme un petit peu vide, comme s'il y avait seulement 2 animaux vraiment genre singuliers, deux trucs différents, mais pas tellement une espèce de population ou un troupeau de quelque chose. Ah ouais, non, c'est ça. Et c'est. Enfin, moi, je trouve que ça fait bizarre parce que du coup, on passe assez vite sur cette théorie. En fait, il n'y a pas vraiment de menace. Il y a ces 2 trucs, mais on oublie vite la menace, tu vois. Alors que, genre, ils rentrent là-dedans, il y a des bêtes, tu peux même pas t'imaginer. Moi, je vois un peu plus le truc quand même anxiogène. Alors, d'où laisser un peu la place au hors-champ pour faire en mode, il y a des trucs qui grouillent là derrière, quoi. Pas besoin de tout montrer, mais au moins, il y a quelque chose, tu vois. Parce qu'en fait, le monde, il est quasiment vide à part eux. À part ces 2 trucs qu'on a vus, enfin, et puis 2-3 poissons qui nous montrent de temps en temps, c'est quasiment vide, quoi. C'est vrai, ouais. Est-ce qu'on peut imaginer que parce que c'est une météorite qui est donc à l'origine de tout ça, est-ce qu'on peut imaginer que ça a rasé une bonne partie de la vie et que seules quelques espèces ont survécu, mais ça fait bizarre qu'il y ait qu'un seul représentant d'une espèce à chaque fois. Je suis d'accord avec vous. Ouais, c'est l'Arche de Noé en nul, le truc, quoi. Et tu sais quoi, j'ai lu que ça pouvait être une lecture biblique Oh là là, de lire ça comme mais l'Arche de lâchez la Noé. Bible, hein. Bon, voilà, le côté anti-religieux de Mathieu se révèle. Est-ce qu'on s'en doutait? Mathieu, ne commente pas. Je suis ton avocat, ne commente pas. Tout d'un coup, j'ai pris un taquet alors que j'ai juste dit de lâcher la Bible. Non, pardon, excuse. J'ai une question, moi, par rapport au scénario, parce que ça fait pas, je pense que c'est moi qui ai mal compris les trucs. Hein, mais vous avez parlé de changements, notamment quand les personnages ressortent de ce miroir, on va dire. Mais le seul qu'on voit vraiment ressortir en dehors de Nathalie Portman, c'est Oscar Isaac, et c'est pas lui qui ressort. Non, c'est son clone. Du coup, est-ce qu'il y a vraiment des changements, ou juste c'est pas eux qui ressortent? Mais Nathalie Portman, c'est un clone en son temps. J'ai rien. Mais c'est là Alors, où tu vas pas savoir vraiment la fin. Moi, et c'est un de film ce que bien j'ai fait. compris, c'est que c'est elle qui ressort. On le voit, elle tue son clone. Par contre, elle est effectivement modifiée parce qu'elle a intégré ce changement. C'est en elle, en fait. Puis elle a le C'est ce tatouage. qu'on voit. Elle a le tatouage, exactement, qui n'est jamais commenté. Un tatouage qui apparaît souvent Ouais, et parce que c'est qui. une marine. Enfin, elle a une Oui, mais elle ancienne l'a pas d'armée, au je crois, début, je sais je pas. crois. Non, mais elle a un machin qui fait tout l'avant-bras, qui est un gros serpent qui Un se mange espèce de lui-même. 8, là, ouais. Ouais, c'est un espèce de serpent qui se mange lui-même. C'est un genre d'Ouroboros en forme de 8. Oui, et qui apparaît au fur et à mesure du film, d'ailleurs. Oui. Voilà, et qui n'est Je jamais n'ai commenté. même C'est pas une espèce de capté. détail. Non, mais c'est un détail, hein, mais Et ils Voilà. le disent pour celui qui est mort dans le mur, le Marines qui est dans ce beau plan, exactement. celui qui est un peu intégré dans le mur floral, entre guillemets. Lui, il l'a déjà. Il y en a une qui dit, il a le tatouage comme je sais plus qui dans le film. Ah là là, pour pas avoir aimé le film, t'as vu des détails que j'avais pas vus. Oui, mais c'est pas parce que j'ai pas aimé que j'ai pas suivi, mais, Oui, c'est vrai. mais c'est à peu près tout, quoi. On dit, ouais, puis t'en sors un clone et t'en fais quoi après générique? Ouais, c'est vrai. Je pense que l'idée, c'est de dire qu'elle en est sortie, elle sait plus qui elle est. C'est ce que je disais, cette perte d'authenticité, où puisque c'est en train de dupliquer les ADN, changer l'identité, ça te questionne toi-même sur qui tu es vraiment, finalement. C'est un beau message, ça. Ah, C'est pas un beau. peu aussi les messages de toutes les comédies romantiques à la daube que tu aimes, Seb? Non, le message que je vois souvent dans ces comédies romantiques de 2010 soit un tout petit peu misogyne, c'est charmant. C'est le message que je retiens de ces Comme comédies Spin romantiques. City, finalement. Voilà, One in Rome et tout. Regardez One in Rome, c'est une leçon de féminisme. Mais du coup, on est d'accord que Annihilation s'était vendu comme un Interstellar bis, et en fait, c'est. Pour moi, c'est un Alien. Pour moi, ça Alien pue la- Interstellar, et en fait, c'est Koh-Lanta cross Pékin Express, on est bien d'accord. Réellement. Si tu veux. C'est ça. Moi, je veux enfin, voir un Pékin Express avec dans ce monde-là. Hein. Moi, je veux voir Wow. Koh-Lanta avec Nathalie Portman et voir combien de temps elle tient avec un sachet de riz, quoi. Ah, bon, d'accord. Bah, Non, mais pour écoute, le dernier plan, à part ça, parce que je pense qu'on n'a pas vraiment insisté dessus dans cette partie spoiler, il est mystique. C'est vraiment, enfin, les 2 personnages ont les yeux qui brillent d'une autre couleur. Enfin, et t'es là. Comme les comprends- aliens. Quoi Comme les aliens. Ils ont les yeux qui brillent de la même manière et de la même couleur que les aliens. C'est sous-entendu que les 2 sont des aliens. Ouais, mais c'est ça, tu comprends trop pas parce qu'en même Parce temps, tu qu'elle a l'as vu traversé buter ce son miroitement. clone en même temps. Bah, en même temps, c'est le premier tome, entre guillemets, d'une série de 3 trucs. Donc peut-être qu'il y a une explication plus tard et qu'Alex Garland l'a juste pas mis en scène. Hein. Il y a il y aussi avait ça. aussi cette idée-là que eux, ils sont séparés quand ils sont, enfin, en tout cas quand lui est revenu, mais qu'elle, elle n'est pas encore comme lui, ils sont séparés et le fait qu'elle soit passée dans le miroitement, c'est ça qui les rassemble, qui les rapproche, puisqu'à la fin ils se font un câlin et ils sont en fait finalement assez similaires, ils ont l'air d'avoir la même nature, comme si le fait d'être alien pouvait rapprocher, alors que tant qu'ils n'étaient pas exactement pareils, ils sont séparés. Je sais pas, je cherche une explication, j'en ai pas en fait. Je sais pas. Et puis aussi, shout out à Alex Garland qui a voulu mettre une scène de sexe de Nathalie Portman totalement hors d'histoire. Vraiment, t'as interstice, Nathalie Portman qui trompe son gars avec le prof Renoir. Ah mais ça aussi, Comme ça revient ça. pas, c'est vrai? 10 secondes, ciao ciao, plus jamais.
C'est s'en le fout. 4e film, je crois, que je vois en l'espace de 15 jours, qui n'ont rien à voir entre eux, pas du tout pour l'émission, où il y a une scène d'adultère, peu importe le personnage, qui n'a aucun intérêt dans le scénario, qu'on rajoute juste parce qu'il manque 2 minutes de bobine. Oh, mais là, Il faut arrêter De ça, quoi. bobine. Il faut arrêter ça, quoi. C'est pas possible. Ça a aucun intérêt. Ça a aucun putain d'intérêt. Il est parti depuis 1 an. On sait qu'elle est triste. Il y a son collègue qui lui fait du rentre dedans. Ça pourrait être même vachement mieux qu'elle le repousse. Et non, il faut un espèce de cut au milieu où elle le couche avec, quoi. Ça a aucun sens. Ouais, ça complète pas le personnage de Nathalie Portman. En non, fait, ça le dessert, même, je trouve. Ouais, et tu sens l'inspiration du livre qui ne sert à rien dans le film puisqu'il a dû cutter d'autres éléments et du coup dans le film ça ressort alors que peut-être dans le livre ça fait du sens. Pareil pour le chapitrage. Ouais. Je parie que c'est un truc qui est tiré du livre Oui, et c'est ça sûr. fait effectivement moins de sens parce qu'on aurait aimé une temporalité beaucoup plus floue là où le livre t'es peut-être obligé d'avoir des chapitres. Donc non, mais tout ce que vous dites est totalement pertinent et on va gentiment je pense sortir de la partie spoiler à moins que vous avez quelque chose à rajouter. Non, mais c'est carré. C'est parfait. Je voulais te dire, je reconnais les points négatifs qu'on a tous soulevés, qui sont pas toujours les mêmes. D'ailleurs, c'est intéressant. Moi, j'ai remarqué les trucs qui m'ont dérangé, qui sont différents de vous. Il n'empêche que moi, ça m'a pas ennuyée. Je me suis quand même prise dans l'histoire, malgré tout ce que j'ai dit. Bon, je me suis aussi pas ennuyée devant Vivarium et Burnout, donc c'est pour vous dire, peut-être, finalement, ne m'écoutez pas, regardez pas ce film, mais ou regardez-le pour vous faire un avis. De toute façon, c'est sur Netflix, donc c'est assez facile d'accès si vous avez Netflix, donc c'est pas facile d'accès au final. Ça coûte de l'argent. Ça C'est coûte de 18 balles l'argent. par mois pour voir Annihilation. Mais on a perdu l'habitude de payer pour voir des films, maintenant on voit tout en gratuit. C'est ça, ça non. se perd de payer des Ah films. non, on paye des Ah non, plateformes, non, je nous. paye des impôts. Je Ah paye oui, très cher plateformes, des C'est impôts. vrai. ouais. Ah, vous avez pas mes techniques alors. Espèce de pirate. Non, mais on n'a pas ta morale non plus, visiblement. Avant de passer au deuxième film, nous avons de nouveau un petit jeu. Un petit jeu proposé par inventé par Seb il y a à peine 20 minutes. Donc on espère que ça tient un petit peu la route. Et ça s'appelle Les avis impopulaires. Ce n'est pas un titre québécois. Exactement. Alors oui, comme l'a dit Marjorie, c'est un jeu totalement que j'ai inventé il y a 20 minutes parce que j'avais oublié de faire mon jeu pour cet épisode. Voilà, c'était mon tour, j'ai oublié. Et du coup, j'ai décidé de partir sur un petit jeu inspiré de plein de trucs que j'ai vus. Donc, je vais vous lire des commentaires négatifs de films très très adorés. Et donc, c'est des commentaires que j'ai trouvés sur Allociné qui sont entre 0 étoile et 1 étoile. Donc, j'ai fait ce que j'ai pu en 20 minutes, ok. Il y a des commentaires très nuls. J'espère des commentaires marrants. Et le premier qui trouve, il a gagné. Donc, s'il y a le nom d'un acteur trop obvious ou bien le nom du film, je ne le dirai pas. Je vais le biper. Je le biperai. Et Je te le biperai. oui, mais ça n'a aucun sens. Moi, mais parce qu'ils s'il sont le en train- bip, le jeu, on... C'était une blague, c'est pas grave. La seule intervention de Léo est pas comprise. C'est la dernière. T'as un second degré, beaucoup trop premier degré, c'est pas possible. Ouais, bah écoute, Un second degré, premier degré. on est excellent, on est rien. Bon, On enchaîne. Bon. Du coup, est-ce que vous êtes chaud? Ouais. Ouais. Ok, ça commence. De la guimauve, en veux-tu, en voilà. Je l'ai pas vu en 3D, mais Dieu m'en garde. Mais quelle merde ce film, c'est trop à chier. Faut toujours que le réalisateur mette un personnage gros porc qui donne son avis sur tout tombant dans le politiquement correct nauséabond. Et la vieille est insupportable, t'as trop envie de lui balancer une valise dans la gueule. Les effets spéciaux sont très mal vieillis. On dirait Sang Kunkai. Bip, elle était bouboule dans ce film et bip, tout genou, 3 heures à se branler la nouille et à s'emmerder. Non, franchement, je préfère sa version cul. Bip, anus. 50 Shades of Grey. Non, alors, non. Et il y a eu Ça un marchait. nom, il y a eu un nom un peu asiatique au milieu, non Sang Alors, Kunkai, un truc je comme ça, vais, non je vais vous donner un peu les mots importants. Il y a eu de la grossophobie. Oui, mais la vieille est insupportable. T'as trop envie de lui balancer une valise dans la gueule. C'est un petit important. La version 3D, j'ai pas vu en 3D, mais Dieu m'en garde, qui est sortie bien après le film. Enter the Void de Gaspard Noé. Non, 3 heures. Attends, c'est quelle année? Liste de Schindler. L'année, je vous donne Non, l'année 3D, du film. liste de Schindler, trop beau. L'année, Vous c'est voulez pas 97. l'expérience? Il y a un odorama? L'année, c'est 97. oh le malade. 97. Mais il n'y a pas de 3D en 97. Non, Star Wars. justement. Et le film est sorti et il est ressorti très très récemment en 3D. C'est pas Titanic. C'est Titanic. Titanic. Ok. Ah mais ouais. C'est Titanic. Ah ouais, joli. Et je Valise suppose dans- que la vieille à qui il a envie de balancer une valise dans la gueule, c'est Rose. Non, Dès qu'elle ou alors réexplique c'est l'histoire. une des vieilles bourges qui est avec Rose. J'ai aucune idée, mais en tout cas, ce gars était très très vénère contre Titanic. Ok, prochain film. Fuck l'argent, fuck le pouvoir, fuck les femmes, fuck la drogue, Le Wall fuck Street. les tentations là. J'allais dire la même chose. C'est Yeah. le Wall Street. Je peux vous la Vas-y, finir si vous vas-y, voulez. régale-nous. Fuck les tentations là, à portée de fuck main et fuck les autorités, n'avait aucune fuck prise aux fuck yeux des fuck Jordan, de C'est le fuck syndrome de la Sameut. Tourette, ce truc. La modestie était devenue complètement inutile, fuck trop n'était jamais assez, vulgarité, choix musical, bien. À la fin,
Je fais attention, il y a une fin positive, je crois que. Est-ce que c'est Léo qui a fait cette critique? Fuck, la musique bien. Putain, merde. Effectivement, c'était le Loup de Wall Street de Scorsese. Ou c'est Monsieur Madelman par Léo. Ok, 3e. LOL, bon gros navet complètement kitsch, tout est ridicule et archi daté de A à Z. Heureusement qu'on se marre en matant ça au 3e degré. NB, le coiffeur de Linda Hamilton doit être euthanasié d'urgence afin d'empêcher de nuire à l'humanité. Zzz. Tout ce qu'il y a à retenir là-dedans, c'est Linda Hamilton. Ouais, bah J'avais la mouche, moi, pour zzz, mais je suis perdu. Je sais pas qui c'est comme actrice, je crois. C'est un film des années 80. Ah, c'est Terminator. Terminator. Exactement. Le z de fin était tellement méprisant. Oui, c'est ça. Ensuite, pour mon prochain film, je l'ai pris parce que je trouve assez boomer le commentaire, ça me fait assez rire. Vas-y, on avait pas assez de Jusque-là, c'était boomer woke, déjà. t'avais raison. Ouais, voilà. Un jeune de banlieue et le bourgeois handicapé. Ah putain, touchable. Ah, bah voilà. Bien sûr. Attention à la suite. On pouvait pas faire ça plus cliché pour faire une belle daube. C'est ça du cinéma. Le pire, c'est que ça marche. Évidemment, les producteurs vont courir après ce genre de merde. Pauvre France, pauvre planète. Oh, crie ta révolte, hein. Putain. Il y a un Z pour la signature ou pas? Non, il y a malheureusement pas de Z cette Ah fois. merde, c'est pas Zoro du coup. C'est pas Zoro. C'est pas Zoro, c'est pas Zoro. Par contre, avant, il y avait beaucoup de Z hein, sur cette Oui, avant. Ok, je termine un par un. Bon, c'est un total troll, mais il m'a un peu fait rire. Dès que j'ai regardé, je me rends compte que ça va pas être autant drôle maintenant. Mais bon, ce film est un désastre. Des terribles anachronismes. On peut y voir des hommes en compagnie de dinosaures, alors que leurs existences sont séparées de plusieurs millions d'années. Jurassic Park. Mais oui. Il est temps que les gens cessent d'aduler des films aussi incohérents. Je ne sais qui est le réalisateur, mais en termes de SF, je vous conseille plutôt E.T. ou Jurassic World pour du plus récent, qui sont nettement mieux. Les acteurs sont pitoyables comparés à des génies du cinéma comme Samuel L. Jackson, Sam Neill ou Jeff Goldblum. Jeff Goldblum, c'est important. Conclusion du les film trois sont dedans, est à vraiment. jeter dans les enfers. Oui. Oh, j'espère Voilà, que c'était très drôle. c'est un troll, t'as dit. Ah oui. On espère. 100%, oui. Autrement, on parle Ouais, sur sinon- une maladie mentale, en fait. Ouais, sinon il est bête, hein, simplement. Bah merci pour ce petit jeu, les avis impopulaires. Je serais chaud à ce qu'on le refasse une fois. Mais même si tu l'as fait à l'arrache, il était très bien. Merci. Ah bah merci, ça fait plaisir. Et on passe tout de suite du coup au deuxième film proposé par Mathieu, à savoir J'ai rencontré le diable. 경찰에서는 아무래도 그 4명을 가장 유력한 용의자라고 보는 모양이야. 기억했나? Soo-Yoon est un policier dont l'épouse est assassinée par un tueur en série. Très vite, il identifie le tortionnaire et décide de lui faire subir la loi du talion en pire. Il jure sur la tombe de sa femme que les souffrances du coupable seront 10 000 fois plus intenses. La traque peut commencer. T'as dit ça en me regardant. Waouh, La traque c'était peut commencer. intense. Parce que Seb, il est plus T'as raison que balèze. c'est pas filmé, hein. Vous loupez des trucs. Seb, il est plus balèze. Donc, c'est un film réalisé par Kim Ji-woon, né en 64 à Séoul. Il fait partie de ce qu'on appelle la nouvelle vague sud-coréenne, qui compte notamment Park Chan-wook, qui est connu pour All Boy, Sympathy for Mr. Vengeance ou Lady Vengeance. Et il va falloir qu'on parle un jour de Park Chan-wook quand même dans cette émission. Et Bong Joon-ho, qui est connu lui pour Memories of Murder et qu'il faut voir absolument d'ailleurs, Snowpiercer et surtout Parasite, qui a fait beaucoup de bruit récemment, que à peu près tous les gens, même ceux qui n'ont jamais vu de film coréen, on va dire, enfin sud-coréen, ont plus ou moins vu. La nouvelle vague sud-coréenne, donc on va pas faire une histoire moderne dans la Corée, mais on va juste recontextualiser un tout petit peu. Déjà parce que je suis pas historien, puis parce que c'est pas le sujet, mais je pense que vous êtes au courant. Et parce qu'on n'a pas envie. Parce qu'on n'a pas envie. Et également, hein, je pense que vous êtes au courant, hein, je vous l'apprends pas, sauf peut-être Léo, parce que je sais qu'il dormait en cours, mais il y a 2 Corées depuis 48. Oh waouh. Oh la belle perdue de fou. Le pauvre. Ah, le bâtard. Corée 1, Corée 2. Est-ce que tu es déscolarisé, Léo? Elle était dingue celle-là. Elle était Merci. géniale. Putain, j'ai jamais pensé. Alors comme tu disais, je dormais en cours. Dommage. Donc, il y a 2 Corées depuis 48 suite à la séparation après la Seconde Guerre mondiale entre les États-Unis et le Japon qui prennent chacun un parti, et il y a ce fameux 38e parallèle qui sépare les deux maintenant pays qui sont finalement la même péninsule. Donc, d'un point de vue du cinéma, entre 45 et 53, les films sont principalement anti-japonais. C'est la période des films de la libération. Et la plupart ont été détruits, donc on n'a pas retenu grand-chose. Entre 53 et 62, il y a ce qu'on appelle le premier âge d'or du cinéma, où il y a un ministère de l'Éducation qui est moins encombrant que le ministère de la Défense. Et c'est celui qui donne le plus d'argent. Il y a les universités qui commencent à ouvrir, il y a des périodes, il y a des on va dire des tropes un peu de cinéma qui commencent à se révéler.
Et tout ça tombe en fait en 61 quand il y a un coup d'État qui remet des lois restrictives et des quotas. Il faut qu'il y ait 15 films par an uniquement et que 2/3 doivent être sud-coréens, avec une idéologie nationaliste, etc. Donc c'est une période où le cinéma se rebrime à nouveau. Et c'est une période aussi où le cinéma est sous la coupe de la mafia. Donc c'est-à-dire que non seulement il n'y a que 15 films par an, mais en plus ton financement il est un peu obscur. Entre 62 et 80, il y a les militaires qui reprennent le pouvoir et qui mettent la main sur l'industrie, et ils instaurent un état d'urgence en 72 qui interdit tout film de critique sociale et politique. Et c'est là où ça devient intéressant pour nous, c'est que dans ces années-là, il y a un soulèvement populaire étudiant, principalement marxiste, qui commence à faire tourner des films d'études dans les cercles un petit peu politisés et studentins, on va dire. Et c'est là-dedans qu'apparaissent déjà les premiers noms des grands réalisateurs. Et ça sort vraiment en 88, où il y a la libération politique qui lève la plupart des contraintes et qui permet l'émergence d'un autre cinéma moins contrôlé. Donc il y a plusieurs producteurs clandestins qui peuvent ouvrir leur maison de production, et c'est là qu'apparaissent des Park Chan-wook, des Kim Ji-woon, des Bong Joon-ho, etc. Donc c'est des gens qui sont à la base principalement politisés, très à gauche, et qui sont passés en fait par le genre, parce que quand ils ont commencé, ils n'ont pas pu faire directement des films de critique sociale, et donc ils sont passés par l'horreur, par le polar, etc. pour parler de leur film. Donc c'est des films anti-système, c'est des films qui sont mal vus, mais c'est des films qui commencent à émerger aussi de l'autre côté du monde, puisqu'ils passent par Cannes. Et c'est le cas de Kim Ji-woon, qui lui, d'abord s'intéresse au théâtre, et il étudie à la Seoul Institute of Arts dès 83, et il veut devenir metteur en scène. Sauf qu'il a 2 choses qui lui arrivent, c'est qu'il fait une rupture amoureuse, et il fait 10 ans de chômage. Et dur. C'est là où ça devient intéressant. Le truc qu'on n'aime pas beaucoup. Oui, alors c'est pas la bio de Seb, c'est Alors vraiment la là, bio de quand Kim même pas Ji-woon. trop. Le truc qui est Il est même intéressant... pas sur le marché du travail, t'as déjà 10 ans de chômage dans les pattes. Ça, c'est la fameuse dette des êtres humains là, qui augmente chaque année. Hein. T'es jeune, t'as 10 ans de chômage, écoute, mon grand. Donc, il fait sa rupture amoureuse, et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il a écrit un scénario qu'il ne réalise pas, mais qui lui permet de payer son accident de voiture provoqué par un état d'ivresse suite à sa rupture, et ça lui met le pied à l'étrier dans le cinéma, parce qu'en fait, il gagne des prix de scénario avec ça, qu'il ne mettra jamais en scène, et il se dit, bon, peut-être que je peux écrire des trucs. Et donc, il écrit A Quiet Family, qui sort en 98 et qui traite d'une famille qui rachète une auberge perdue dans la montagne, et tous les clients qui vont venir les voir, qui sont déjà pas nombreux, vont en fait tous mourir accidentellement, et la famille se retrouve avec des corps sur les bras, puis il faut les évacuer, et voilà, c'est une espèce de comédie noire, mais ça met déjà un petit peu le bonhomme. Il réalise ensuite Full King en 2000 que je n'ai pas vu, et il fait son premier pied dans l'horreur avec 2 sœurs, qui est un film de fantôme extrêmement flippant, je crois, donc j'ai peur en fait, donc je l'ai pas vu. Non, c'est trop mignon. Mais du coup voilà, ma copine l'a vu, je crois que c'est super, que ça fait ultra flipper, mais j'ai pas osé, tout simplement. Et en 2005, il arrive avec ce qui va être un petit peu vu comme une trilogie. Il commence avec A Bittersweet Life en 2005, qui mélange romance et arts martiaux. Déjà avec Lee Byung-hun, que l'on voit dans le film J'ai rencontré le diable, qui joue le flic, et que je vous recommande fortement parce que c'est vraiment, vraiment super. Ensuite, en 2008, il fait Le Bon, la Brute et le Cinglé, qui est un hommage un peu comique au western, notamment le Bon, la Brute et le Truand, hein, mais qui se passe en Mandchourie. C'est toujours avec le même type d'acteur. Donc, il y a toujours Lee Byung-hun, il y a Song Kang-ho de Parasite. Pas mal de monde. En fait, ils tournent toujours avec les mêmes gens. Et c'est le film coréen avec le plus gros budget de l'époque. Et le troisième, c'est J'ai rencontré le diable en 2010, dont on va parler aujourd'hui. Donc c'est un peu une trilogie dans le sens où ils n'ont aucun sens entre eux, enfin aucun lien, mais chacun mélange 2 types de cinéma. Western comique, romance arts martiaux et la policier horreur en fait. Donc c'est aussi pour ça que je trouvais intéressant de le présenter, c'est que c'est pas du policier classique, c'est pas du film coréen classique. C'est un peu entre deux, donc voilà. Et entre deux, il est parti aux États-Unis pour faire un film avec Schwartzy. Et là, il a sorti un film à Cannes qui s'appelle Dans la toile, que du coup, je n'ai pas vu parce qu'il n'est pas sorti, tout simplement, mais dont les critiques n'étaient pas excellentes. Et c'est quelqu'un qui s'inspire beaucoup de Jean-Pierre Melville, notamment du Samouraï, et de Edward Hopper en peinture, pour la solitude. Donc voilà, j'attends de vos retours. Et je crois que c'est Marjorie qui commence. Et c'est moi qui commence sur J'ai rencontré le diable. Alors, tu l'as dit, tu as dit film policier, horreur, c'est ça ? Ouais. Eh bien, effectivement, contrairement à Annihilation, là, il y a de la violence frontale. Et là, on voit beaucoup de choses. Donc, âme sensible, s'abstenir, c'est très gore. Mais j'ai bien aimé. C'est un film qui porte sur la vengeance. Il appartient un petit peu à l'affiliation de ces revenge movies, donc, et surtout sur la question de la légitimité de la vengeance. Et c'est tout le thème du film. Jusqu'où le personnage peut-il se venger sans détruire tout ce qui l'entoure et sans faire plus de mal que de bien. Et voilà, on va vraiment traverser un peu le film avec cette métaphore de la chasse et ce jeu entre le prédateur et la proie. Celui qui est le prédateur, c'est celui qui a le pouvoir de regarder l'autre, d'écouter l'autre. Et très souvent, le film va jouer à interchanger les rôles entre les 2 personnages principaux qu'on suit, donc le tueur en série et le protagoniste. Et d'ailleurs, ça, c'est une des grandes forces d'ailleurs de ce film, je trouve, c'est le traitement du tueur, que j'ai beaucoup apprécié. Déjà, mettons du respect sur Choi Min-sik,
impressionnant acteur sud-coréen que j'ai vu passer dans beaucoup de films comme dans Lucy, Old Boy, et j'arrivais pas forcément à mettre un nom. Enfin, je me suis jamais plus intéressée que ça à lui particulièrement, et je suis contente maintenant de mettre un nom et de plus voir des films de lui. Là, il crève l'écran, et plus on avance dans le film, moins il est humanisé, plus il se transforme en monstre, et ça marche très bien. Et j'étais d'ailleurs très étonnée parce que il me semble, mais Mathieu, tu pourras peut-être confirmer, qu'il a juste reçu la Director's Cut Awards pour sa performance en 2010, mais pas d'autres prix. Et je suis assez étonnée parce qu'il fournit quand même une bonne performance. Donc, Je t'avoue que j'ai pas forcément vérifié ses prix, mais c'est possible qu'il ait pas reçu autant de choses que ça. Par rapport à Song Kang-ho, qui est le personnage principal, enfin celui qui interprète le principal dans Parasite, pour que les gens visualisent un petit peu, lui a reçu beaucoup de prix, notamment une interprétation à Cannes. Choi Min-sik, il a pas fait beaucoup de cinéma parce qu'il a fait une grève pendant un temps pour être anti-système, donc peut-être aussi qu'il est mal vu, c'est possible, je sais pas. Mais c'est possible. Enfin, j'étais étonnée parce que c'est quand même un monstre dans ce film, quoi, propre et au figuré. Du coup, j'aime beaucoup la place qu'il prend, enfin que prend son personnage dans l'histoire, parce que normalement, dans les thrillers et les films d'horreur un peu plus classiques, on va plutôt s'attarder sur un groupe d'innocents ou un seul innocent qui est persécuté par un tueur en série, puis c'est eux que l'on suit et qui doivent essayer d'échapper aux attaques du tueur. Là, comme le tueur devient la proie, c'est lui qu'on se met à suivre majoritairement. C'est la narration qui adopte son point de vue à lui. Donc il a beaucoup de temps d'écran. Et c'est pas pour autant qu'on s'attache à lui, bien au contraire. Et en fait, à chaque fois qu'on le voit lui, on attend vraiment les interventions du héros, parce qu'on sait que le héros est en train de l'écouter, de le regarder, et on attend vraiment qu'il vienne nous sauver un petit peu de ce sentiment de malaise, parce que en fait, vraiment, le film nous borne à voir uniquement le tueur, et on le voit préparer ses coups, ses meurtres. Et ça, c'est vraiment un côté très malsain du film, je trouve, qui est très bien géré. De manière générale, la gestion de l'attention est très maîtrisée. En fait, à chaque fois que le tueur va entrer en contact avec une jeune femme, on sait la finalité, on sait qu'il va la tuer. Et c'est d'ailleurs le thème du diable, puisque c'est à chaque fois qu'on croise son chemin, on risque de mourir instantanément. Donc ça marche avec cette idée-là. Pourtant, on ne sait jamais quand et comment il va la tuer. Et justement, toute la mise en scène est faite de manière à ce que ça nous surprenne à chaque fois. Et je trouve, en tout cas, moi, ça a fonctionné sur moi, c'est que ça n'est jamais prévisible, la manière et le moment auquel ça va tomber, alors qu'on sait que ça va tomber. Donc, la violence en ressort encore plus amplifiée. Et les quelques jumpscares qu'il peut y avoir sont jamais gratuits et sont, je trouve, mis avec intelligence à des moments à des moments clés et assez bien pensés. Donc voilà, mise en scène, je trouve très calibré, qui fonctionne très très bien, avec une violence frontale propre au cinéma sud-coréen qu'on a peut-être moins l'habitude de voir, si on a des codes un peu différents. Moi, j'ai pas vu beaucoup de films sud-coréens, et justement, on parlait du hors-champ tout à l'heure, peut-être des films américains auraient tendance à placer peut-être plus en hors-champ, ça dépend après du genre du film, mais à placer plus en hors-champ certains moments, où là, vraiment, on voit tout. Ça peut justement, et c'est peut-être quelques faiblesses, mais c'est propre à une culture cinématographique que j'ai, c'est que ça peut paraître grotesque à certains moments, un peu exacerbé, tellement il y a des gerbes de sang de partout, il y a des coups tellement forts qu'on se demande pourquoi les personnages meurent pas. Je pense par exemple aussi à une scène de crime. Voilà, on retrouve en fait la tête d'une victime dans l'eau. Et je pensais pas à ce moment-là assister à un match de NBA, tellement tous les scientifiques la manipulent comme si c'était une putain de balle de basket. Non, vraiment, et ça peut sortir du film si on n'a pas l'habitude de ce genre de côté très expressif de la violence. Mais c'est aussi, tu l'as parlé des films anti-système, aussi, hein. Le côté comique, donc voilà, apprendre aussi avec un certain recul. Et puis, quelque chose qui m'a aussi dérangé de Annihilation, c'est drôle, c'est les certains personnages secondaires un tout petit peu sous-développés. En fait, je pense que je suis un peu curieuse, j'aurais voulu en savoir plus sur certains personnages. Je pense par exemple à la belle-sœur de So-yoon, le protagoniste, oui. Dont on sait peu de choses finalement, qui est assez intéressante et qui... On sait pourquoi est-ce qu'elle est là. C'est une potentielle autre victime du tueur. Ou je pense aussi à cette femme présente chez un des amis du tueur, qui est cannibale. Je pense pas que ce soit un spoiler de le préciser. La scène où il mange de la viande. De la viande humaine, exactement. Donc, t'es content d'être végé, là. Hein. Ah, oui. Ou tu le deviens si tu l'étais pas avant. Oui. Et tout ce pris du falafel ce soir, d'ailleurs. Bon petit kebab végé. Voilà, le tueur a un ami cannibale anthropophage. Pas vous. Hein? Vous avez pas ça, vous? Vous n'êtes pas un animal cannibale? Oui, vous êtes pas des cannibales anthropophages? Il est à ma gauche. Ah merde. Oui, donc Mathieu est à ma gauche, pardon, j'arrête pas d'oublier que... Ouais, blague visuelle qui marche pas l'audio. La spatialisation du podcast, bref. Mais du coup, par exemple, cette femme qui est présente et qui est spectatrice de beaucoup d'horreurs ne sert à rien, et elle sert tellement à rien que quand elle essaie d'intervenir avec le protagoniste, elle se fait jarter de l'écran en une tarte. Enfin, genre, il lui faut une claque et c'est fini, elle est KO. Là aussi, je comprends pas tellement sa présence, mais peut-être que vous avez une explication que j'ai loupée. En résumé,
C'est un très très bon film, glaçant du début à la fin, ultra violent, mais comme je l'ai dit, jamais gratuit, avec une morale qui est intéressante parce qu'elle n'est pas manichéenne, qui nous pousse à questionner les actions du protagoniste et du héros qui serait plutôt un anti-héros. Et en fait, tout le film va justement un petit peu développer cette thématique nihiliste, parce que finalement, le bien ne semble être dans aucun des deux camps, et peut-être que le diable, c'est peut-être davantage le protagoniste que le tueur en série. C'est les questions qui se posent. C'est un truc de fou, ça. Mais du coup, moi, en tout cas, j'ai beaucoup apprécié, et du coup, je me tourne vers Seb. Qu'as-tu pensé de J'ai rencontré le diable ? Oui, donc moi, J'ai rencontré le diable, c'est mon premier film de Kim Ji-won. Et malheureusement, je me suis pris à la bourre, du coup, j'ai pas pu regarder les autres films que je voulais regarder de lui. Mais dès la première seconde, j'accroche à mort à la réal. Donc moi, je suis assez friand de cinéma coréen, mais c'est vrai que je ne m'étais jamais vraiment intéressé à Kim Ji-won pour aucune raison particulière. Si ce n'est peut-être qu'il est plus, justement, si c'est le film qui est connu, plus vers l'horreur. Et l'horreur qui est pas du tout mon style de prédilection, bien au contraire. Parce que Mathieu dit qu'il a peur, j'ai beaucoup plus peur dans un film d'horreur. C'est vrai que je vais difficilement me aller vers ce style-là. Mais là, déjà, mouvement de caméra juste époustouflant. C'est calculé, c'est millimétré. J'ai l'impression que à chaque scène, le réal se demande comment je peux optimiser. Et c'est une façon de filmer que j'adore, qu'on appelle des moments de bravoure. Des moments de bravoure, c'est-à-dire vraiment le cinéaste qui essaye avec sa caméra, qui va filmer de en haut, qui va faire des méga travelling. Et je retrouve un peu dans ce film ce qui a fait que Blowout, c'est un de mes films préférés, c'est justement ces manières de filmer la scène de manière ultra originale et ultra fantastique, sans pour autant venir entacher au déroulement du récit. Donc déjà, ça j'adore. Niveau du montage, il n'y a rien à dire, c'est masterclass. Il y a des fondus enchaînés qu'on voit presque plus, en fait, aujourd'hui dans le cinéma. C'est en voyant ce film que je me suis dit, ah tiens, ça faisait longtemps le fondu enchaîné comme ça. Il y a des coupes, les coupes, elles sont toujours timées à la perfection. Et même dans l'absence de coupe, des moments, ça devient génial. Et là, je me réfère à une scène qui m'a vraiment marqué. Je sais pas si ça vous a fait la même chose, mais à un moment, on filme le protagoniste qui rentre dans sa chambre, on éteint la lumière, et à un moment, la lumière, elle se rallume et on le voit en train de penser dans son lit. Déjà, je trouve qu'au niveau de la composition du plan, c'est super. Mais en plus, le fait qu'il n'y a pas de coupe, on ne sait pas le temps qu'il a passé à réfléchir au moment. Et je trouve que ça va un peu à ce côté parce que finalement, le protagoniste perd son âme au moment où sa femme meurt. Et justement, ces coupes, absence de coupe, ça joue ultra bien là-dedans. Et là, on voit le génie du réal dans cette scène-là. Ensuite, un truc de ouf, tu l'as déjà un peu dit, Marjorie, peut-être qu'en fait, le diable du titre, c'est pas forcément le tueur. C'est peut-être aussi le protagoniste. Mais plus sérieusement, en fait, le film, il met en scène deux personnages sadiques, avec potentiellement un protagoniste encore plus sadique que le psychopathe qu'il poursuit. Mais ce qui est intéressant, c'est que le personnage le plus sadique dans l'histoire, c'est bien le spectateur. Et le plaisir qu'il prend à voir un violeur-tueur se faire torturer par un autre personnage qu'on considère avec des motifs valables. Les changements de focalisation que tu évoquais avant, ils sont ultra parlants à cet effet, parce que lorsque le récit se focalise sur le tueur, on se fait surprendre par le protagoniste, en fait. Enfin, on sait que le protagoniste le suit, etc. On sait pas d'où il vient. Et en fait, c'est ultra stimulant pour le spectateur de savoir qu'à chaque interaction entre les deux personnages, le psychopathe, il va s'en prendre plein la gueule. Et je suis persuadé que toute la partie du milieu du film, elle tient juste sur ce principe de voyeurisme un petit peu sadique de la part du spectateur. Et le pire, c'est que ça marche très très bien. Enfin, je suis le premier des sadiques dans cette histoire-là. T'as même pas besoin de le dire, à ce niveau-là, on le sait. Hein. J'adore le sang, la violence, quand ça tape, j'adore. Quand ça tape, t'aimes bien. Ouais, j'adore. Oh, il y aura encore une multitude d'éléments à relever sur le film qui serviraient à démontrer à quel point ce film est fantastique. Mais au cas où vous n'auriez pas perçu mon enthousiasme pour ce film, je pense vraiment que c'est le film qu'on a proposé ici à Random Movies que j'ai préféré, même devant The Spectacular Now. Alors là, on est sur le cul, et pourtant on est déjà assis. C'est pour te dire. Vous n'allez pas tomber plus bas. Mathieu, qu'est-ce que... Wow. Let's go. Faut que je reprenne là, je crois. Oui, d'ailleurs, c'est à ton tour de parler de ton film. Oui. Le film il a gagné pas mal de prix à Gérardmer, qui est donc un festival de films de genre en Lorraine. Il a gagné le prix de la critique internationale, le prix du jury jeune, le prix du public. Il a été nommé dans à peu près tout le reste. Et il a gagné des prix également au festival du film fantastique de Bruxelles. Il a notamment gagné le Grand Prix et le Corbeau d'Or. Non, regardez pas comme ça, c'est le prix suprême. Hein, c'est le truc le plus haut, mais juste c'est les Belges, donc bon. Même le Léo d'Or, c'est plus stylé. Ouais, moi j'aurais donné le Léo d'Or, mais bon, écoute, il a gagné le Corbeau d'Or. Les Belges, je me désolidarise du message de Mathieu qui a dit les Belges, voilà.
Bah, le Corbeau d'Or. Il a quoi. dit ça, les Belges, voilà. Et il a dit un truc dans le genre, je suis pas avec lui. J'ai parlé des comités de censure à l'époque en Corée. Il y en a toujours à ce moment-là, donc en 2010 quand le film sort. Et ils ont demandé un nouveau montage du film parce que apparemment il y a des. C'est là où je vais en venir. Je vais prendre des guillemets parce qu'en fait je sais pas trop quelle version on a eu nous. Je pense qu'on a eu la même globalement. Et je sais pas quelle version est sortie sur le territoire coréen en 2010. Parce qu'il y a la version la plus violente et la plus courte des deux. Donc je sais pas trop comment ils ont fait leur coup. Mais ils ont coupé des morceaux des fois de 1 ou 2 secondes sur des scènes et ça a suffi à faire passer le comité de censure. Alors est-ce que c'est juste un moment un peu trop voyeuriste? Est-ce que c'est une question de sang? Est-ce que c'est une question de... Je sais pas. Mais ils ont fait des micro-coupes qui ont permis de passer l'équivalent d'un moins de 18 en fait, en moins de 16. Alors c'est pour ça, parce que j'ai vu qu'il y avait différentes durées du film. 2h20, 2h10, Moi, je crois que j'ai vu une 2h14, un truc comme ça. Donc Moi, je crois peut-être qu'il y a une 2h20 alors. 2h20, moi, il me semble. 2h24. Alors Oh là là, potentiellement, vous personne n'a la avez... même chose. Non, c'était 2h22, 2h24, je sais plus. Peut-être, alors, mais potentiellement, vous avez une version plus violente que la mienne alors. Parce que moi, j'ai trouvé violent, mais j'ai vu pire cette année, quoi. Donc, enfin voilà. Il y a aussi un remake non officiel qui a été fait en Inde apparemment, et moi ça me fait beaucoup rire parce qu'en fait l'Inde est venu, on a dit on peut faire un remake et Kim Jong-un il a fait non, puis du coup ils l'ont fait quand même. Et du coup ils ont un autre titre pété. Je sais pas, j'ai pas trouvé, mais je trouve génial d'avoir ce film-là en Inde. Moi j'ai envie de voir ça. Apparemment, dans ce film-là, et puis pour The Murderer, que je vous conseille aussi fortement, ils se sont inspirés de vrais meurtres ayant vraiment eu lieu par un tueur en série coréen entre 2003 et 2004, ce qui rend le truc encore plus glauque. Et il y a d'ailleurs une espèce de micro-cinématique univers en Corée avec le marteau, j'ai l'impression. Parce qu'entre All Boy, celui-ci et The Murderer, il y a des tueurs au marteau tout le temps. Je sais pas ce qu'ils ont. Ils ont un charpentier qui les un cargo qui les de vénère, Kalachnikov qui est pas arrivé et puis il y a qu'ils prennent puis tir sur la marteau, main, quoi. quoi. Bien En sûr, même temps, dans marteau. ce film, ils ont épuisé absolument tous les objets avec lesquels tu peux taper sur quelqu'un, je pense. Hein. Ouais, il manque le sabre et il y a tout. Ah ouais, Effectivement. non, mais Ouais, ouais. c'est abusé. Comme je l'ai dit avant, il y a Chon Min-sik qui joue le tueur, qui s'était retiré du cinéma en protestation au système de quotas coréen. C'est son premier grand film de retour. Et pendant le tournage, il était tellement à fond qu'il a proposé des idées de violence supplémentaires et il a commencé à se faire peur lui-même. Notamment la scène C'est où génial. il tabasse un mec dans l'ascenseur. C'est lui qui l'a proposé de la faire et évidemment, je crois qu'il a vu son propre fait. Non, mais il faut que je m'arrête en fait. Et après la sortie du film, il est tombé sur une femme dans un ascenseur, dans la vie, quoi. Enfin, rien à voir avec le film. Et il lui a fait peur en fait, sans le vouloir, parce qu'elle avait vu le film. Et pour la rassurer, il lui aurait dit :« Je ne suis plus les gens désormais. Vous n'avez plus besoin de vous inquiéter. Je suis un humain, pas un tueur. » Ce qui est pas du tout rassurant. Donc moi, je trouve qu'il est. C'est peut-être pour ça que ça marche. C'est parce qu'il est un peu fou en fait, ce mec. Ça explique beaucoup de choses. Et le personnage se bat constamment avec une arme, et c'est là qu'il a l'avantage. Et quand il a plus d'arme, il se fait latter tout de suite. Je sais pas si vous avez vu. Du moment qu'il a main nue, il se fait éclater. Du moment qu'il a une arme, il tue Bon, les gens. le policier, il passe son temps à désarmer littéralement tous les. Ah, tous le ces policier, tueurs. il est pas là pour barloter des pattes. Hein. Il met des mandales, mon pauvre. Ah oui, il tape. Hein. Et il tape méchant. Donc moi, comme vous l'avez dit, je trouve que la photo, elle est magnifique. Je trouve qu'il y a une véritable fluidité dans la caméra. Je pense notamment à un plan dans un taxi où il y a un panoramique circulaire qui est impossible au niveau de la place. Je sais pas comment il a mis sa caméra. Il y a un 360 à la place du mort, enfin à la place du passager, à l'avant. Et c'est un vrai 360 et je ne sais pas comment il l'a fait. Je comprends pas ce plan. T'as pas la place de mettre une caméra, t'as même pas la place de mettre un mec à la place où il y a déjà quelqu'un et la caméra qui tourne. Je comprends pas comment il l'a fait. Petite caméra en 2010. Quand même. Effet numérique peut-être. Ouais, aussi. Je me suis demandé Plein justement. Plein de solutions. en 2010. Alors ouais, la taille de la caméra c'est une chose, mais tu vois le point de, enfin, il y a pas la place, faut voir la scène, mais il y a pas la place de tourner la caméra complètement sur elle-même. C'est ça que j'ai trouvé assez fou. On va aborder cette scène de taxi peut-être dans une partie spoiler d'ailleurs. Ouais. Mais sinon, moi, pour revenir un peu sur ce que vous disiez, effectivement, il y a cette inversion entre flic et tueur qui rend le point de la morale, entre guillemets, dur à placer. Mais je trouve que c'est surtout la systématicité des meurtres, l'absence de plaisir, de modus ou même de discrétion. Enfin, les deux meurtres de base, il enlève quelqu'un dans la rue, il lui met un coup de marteau, il l'emmène, il la découpe et c'est fini. Enfin, il se pose pas la question de s'il y a des empreintes, s'il y a des caméras, il rien à foutre, quoi. Et moi, je trouve que c'est ça qui est presque plus flippant, c'est le fait qu'il peut te choper à n'importe quel moment, n'importe où, et qu'en fait, il est pas arrêté, jamais. Réellement. Donc il y a ce côté un peu là, diable aussi, qui t'embarque à n'importe quel moment que je trouve assez flippant. Et qui sauve un peu la cohérence parce qu'on pourrait quand même se demander comment ça se fait qu'il tue autant de monde sans aucun problème et sans être arrêté par la police. Mais si c'est le diable, alors dans ce cas, il est inarrêtable. Puis le diable est chauffeur de bus, visiblement. Mais moi, ça me fait très peur quand je me dis, tiens, il a un bus, tu vois. Puis après, tu vois vraiment qu'il est chauffeur de bus. Tu fais, ah putain, il est vraiment chauffeur de bus, Et mon chauffeur Dieu. de bus scolaire à un moment donné, d'ailleurs, Ouais, qui c'est met clair. encore plus de malaise. Ah, C'est ouais. clair. Et puis moi, je relève aussi cet humour un peu à froid. Donc, on va parler un peu de la scène du taxi. Il y a la scène des militaires qui le prennent en stop aussi, que moi j'ai trouvé assez drôle. La scène avec le manche de couteau, dont on va pouvoir peut-être reparler. Enfin, il y a cet humour-là qui permet un peu de désamorcer aussi le truc où t'arrives dans un tel extrême que si t'en ris pas, ça devient ridicule en fait. Et donc, t'es obligé, un peu comme dans ces films
à la Argento ou à la Mario Bava dans le film italien, où tu es obligé de refaire quelque chose avec un pas de côté parce que sinon tu tombes dans le grand guignol en fait. Et c'est ce qui fait qu'il reste sérieux, je trouve, c'est d'abord cet humour très froid. Donc voilà, et je suis très content que vous aimiez ce film parce que je trouvais ça super aussi. Ah, franchement, très belle découverte, merci. Et est-ce que vous voulez rajouter quelque chose avant une partie spoiler? Non, ça va, je crois. Non, juste par rapport au niveau gore. Alors oui, c'est très très gore, on est bien d'accord, mais au niveau vraiment parce que ça se touche au body horror, mais au niveau de la douleur qu'on ressent, je trouve presque pire les films de Park Chan-wook, notamment Sympathy for Mr. Vengeance, où je trouve, parce qu'il y a une torture qui ressemble vraiment dans les deux, qui se trouve au niveau du pied. Je sais pas si c'est du spoil ou pas de dire, mais il y a... Ah, il y a un tendon qui est coupé. Ouais, il y a un tendon qui est coupé dans les deux films. Et alors que et en plus on l'avait vu sur Grand Taekwondo avec Mathieu il y a pas si longtemps, Sympathy for Mr. Vengeance, il fait tourner de l'œil en salle, hein. Putain, genre Ah ouais, le c'est moment vrai où ça... Et je trouve que dans Sympathy for Mr. Vengeance, pour ceux qui l'ont déjà vu, je trouve ça presque plus viscéral, un petit peu plus cru que dans ce film où c'est vraiment de l'hémoglobine à donf, mais justement tellement d'hémoglobine que petit peu moins... C'est ça, là, c'est 2h15 de violence, alors que Sympathy for Mr. Vengeance, je pense qu'il y a 3 scènes violentes étalées sur 2 heures qui arrivent entre 3 moments d'une demi-heure vraiment calmes où il se passe pas grand-chose à part du dialogue. Et donc, quand ça pète, c'est ultra prenant tout de suite. Alors que là, quand t'es au 15e meurtre, au bout d'un moment, tu te dis, bon... Qu'est-ce qu'il va faire de plus, tu vois, mais t'es plus vraiment choqué au bout d'un moment. Alors qu'effectivement, chez Park Chan-wook, c'est plus inattendu. Peut-être c'est ça qui crée le truc plus violent. Moi, c'était tout. C'était juste au niveau de la violence ressentie. Mais oui, tout à fait, mais t'as raison d'en parler. D'ailleurs, je vous pose une question. Est-ce que Tarantino, qui est quand même connu aux États-Unis pour ses gerbes de sang pas possibles, est-ce que vous pensez qu'il y a des influences sud-coréennes ou ça n'a absolument rien à voir? Il adore le film sud-coréen, enfin celui-ci particulièrement. Je savais pas et je me suis posé la question maintenant. Oui. Tarantino fait partie du jury qui avait donné le Grand Prix, je crois, à Old Boy à Cannes. Ah, bah voilà, bah comme ça, on crée des filiations entre les genres, c'est beau. Alors, une petite partie spoiler dès maintenant. Merci Léo. Oh non, un spoiler! Mais c'est quoi la fin? C'est quand il meurt. Heureusement que ça m'a raté, parce que sinon j'aurais jamais pu vous dire que la fin de la partie spoiler était à 1h, 17 minutes et 13 secondes. C'est fou la chance que j'ai quand même. J'ai une énigme pour vous sinon. Quel animal fait ce bruit? La réponse à la fin de l'épisode. Et du coup, cette fameuse scène de taxi dont on parle, mais dont on parle pas vraiment, Mathieu, qu'est-ce que tu veux nous dire à propos de cette scène de taxi? Mais je trouve que c'est une des meilleures scènes du film, c'est-à-dire que le personnage du tueur est en fuite, il tombe sur un taxi qui accepte de le prendre au milieu de nulle part. Tu te dis, il a quand même énormément de bol de tomber sur un taxi qui l'emmène. Et il y a ce moment un peu calme et lent. Et c'est là où je trouve que c'est très bien joué, c'est que tout le long où tu l'as vu croiser des gens, c'est déjà le 3e random qui est pas une cible qui croise et qui te tue, tu te dis le taxi va y passer et le client à l'arrière aussi. Et il y a justement ce panoramique à 360 où tu vois que l'affiche, cette photo du chauffeur en fait qui est mise sur l'airbag à droite n'est pas le mec qui est en train de conduire. Du coup, il se dit qu'il y a un truc qui pue. Il regarde le chauffeur, il y a de nouveau un blanc, il regarde le mec à l'arrière qui commence à mettre la main sur un couteau. Et en fait, il est tombé sur 2 tueurs sur la route. Et moi, je trouve ça génial d'avoir un tueur en série en fuite qui tombe sur 2 tueurs et qui arrive à les choper avant. Donc, il bute les 2. Et après, dans le coffre, il y a le vrai chauffeur qui s'était fait tuer, en fait. Et je trouve qu'il y a cet humour à froid de quand même, il y en avait 3 sur la route, ils se sont rencontrés, c'est pas de bol. Quelle ironie. Ce qui est l'ironie. Et en même temps, la mise en scène suffit à ce qu'on comprenne parce qu'il n'y a pas d'explication, il n'y a presque pas de dialogue. Alors non, moi j'avais rien capté, je vous avoue. Mais ça c'est parce que j'ai juste rien capté parce Alors que moi, je suis conne naturellement. J'ai pas vu la Mais photo non. de l'airbag et du coup dès qu'il s'est mis à se marrer, j'ai pas compris parce qu'il se met à se marrer. Oui. Mais après dès qu'il ouvre le coffre et qu'il y a un Oui, gars là, dedans, ouais. j'ai fait ok, c'était des tueurs. Ok, il avait capté. Ça veut dire que c'est très subtil, ce qui est plutôt une bonne chose. Ah ouais, plus ou moins. Ouais, Ça participe aussi, tu disais que peut-être le cinéma américain n'aurait pas fait ça. Il n'y aurait pas eu cette subtilité-là au cinéma américain. Par contre, il n'y aurait pas eu cette violence-là. Parce que le cinéma américain est comme un cinéma qui a plus peur, qui est plus près de ses sourds, on va dire, qui a plus peur d'un résultat. Et ce genre de scène-là, dans la tête des studios, des majors, on va dire, plus la violence, c'est un échec assuré. Pour eux, en tout cas. Ouais, la scène du taxi, ce serait pas déconnant avec l'univers d'un Tarantino. Oui, mais à part lui, Ouais, pas mais grand c'est monde parce qui que, l'aurait voilà, fait, tu oui. vois. C'est vrai que c'est marrant que c'est un peu le seul représentatif de ce genre-là. Il n'y a pas d'autres bis Tarantino. Parce que c'est du genre grand public et puis qui remake beaucoup de trucs, donc il s'inspire de plein Mais de il n'y choses. a pas un autre réalisateur un peu similaire à lui. Enfin, il n'y a pas une école un peu tarantinesque. C'est un peu le seul à faire ça. Ouais, il y en a, mais si tu pas regardes autant Natural connu. Born Killer de Oliver Stone, bon du coup l'histoire elle est par Tarantino, mais c'est un peu dans ce deal, dans la violence qu'on va montrer ou
Enfin, en tout cas, dans le truc un peu fou. Maintenant, sur le tas, comme ça, j'arrive pas trop à trouver, mais je suis sûr que... Roger Avary un petit peu aussi dans l'esprit, mais qui est aussi un peu de Tarantino. Enfin, c'est toute la même école. Ah, ok, ouais, donc il y a quand même des filiations entre Mais je réalisateurs pense un que peu là-dedans. ça tourne beaucoup moins mainstream qu'un Tarantino, quoi. Oui, ça, de toute façon. Oui. Tu voulais rajouter un truc pour la partie spoiler, Seb? Non, mis à part que je trouve vraiment cette fin sur comment le diable va mourir, finalement, qui est d'une violence démesurée du protagoniste, parce que je trouve que rien que l'effort de mettre un piège pour tuer quelqu'un, c'était déjà assez hardcore, mais alors d'appeler sa famille pour qu'il voie la tête arriver, je trouve que c'est d'un délire. Donc non, là tu vois toute la... Mais je trouve le cinéma coréen, c'est quand même assez pervers, surtout dans ces films-là. Enfin, Old Boy, c'est un exemple fracassant de à quel point ça peut se montrer pervers. Et là, je trouve que c'est vraiment... on est dans une scène... bien pervers, bien en mode ah bah oui, en fait le diable c'est qui tu veux que ce soit. Enfin le diable c'est là clair, presque ce que dit le film, c'est que t'es le diable à partir d'une situation, quoi. À la différence que lui, à la fin de cette scène, il pleure, alors que le diable, le premier qu'on pense être, donc le tueur, n'a aucune émotion. Donc est-ce que peut-être il y a quand même un parti pris de nous montrer qu'il a conscience de ses gestes, qu'il a une forme de recul? Ouais, parce que on sait pas. Je pense qu'il s'est rendu compte qu'il est devenu le diable, quoi. Bêtement, tu vois, dans ce sens-là, ouais, c'est vrai, c'est possible. Oui, moi je pense qu'il s'est rendu compte qu'il allait trop loin. Non seulement c'est fini, trop loin, mais en plus il est allé entre guillemets trop loin, quoi. Ouais. Mais oui, non, je suis d'accord. Tu vois ce que je veux dire, quoi. Mais d'ailleurs, ça participe de deux trucs que je trouve moyens, si on doit revenir sur 2-3 points négatifs dans le film. Pour passer très rapidement dessus, je suis d'accord qu'il y ait une balise. Le fait qu'il y ait un micro intégré alors qu'il l'a bouffé, ça c'est un peu trop. Oui, le micro, il en a clairement rien à foutre, hein, parce que des gens parlent à l'autre côté de la pièce, il entend. Ouais, le micro, c'est un effet de. Qui du coup est dans son ventre? Ouais, il l'a avalé. Ouais, non, mais bon. Ouais, non, oui, là, non, mais typiquement, c'est clairement, faux. il en a rien à foutre. Et donc ça veut dire que pour lui, il faut qu'il essaie d'agir sur 2-3 jours, parce que le mec, il va aller au shot bientôt. Bah, c'est ce qu'il fait à la fin. Oui, mais il le fait parce qu'il a pris beaucoup de médicaments. Oui, parce qu'il a pris conscience qu'il avait avalé une balise. Et du Voilà, coup, mais il aurait pu y aller naturellement, genre le jour même, mais c'était fini. Bah, je pense qu'il a trouvé un moyen de lui faire bouffer une autre pilule, tu vois. C'est Ok. l'idée, quoi. Ok. Il y a ça, et puis la mise en scène de la fin aussi, tu vois que c'est le flic accroupi qui fume sur le tueur victime. Il y a la manière dont c'est filmé, la manière dont les personnages se placent aussi, ont vraiment une inversion. Donc il y a bien cette inversion que tu disais. Mais mine de rien, si tu prends un tout petit peu de recul, tu dis que s'il l'avait tué au premier coup, on épargnait beaucoup de gens quand même. Ah, mais ça c'est sûr. Pose la question de la morale du flic qui passe sa propre vengeance avant le bien commun. Bien et sûr. c'est ce que j'essaie d'avancer, justement, c'est que c'est pas tout ce que tu viens de dire et que tu mets comme un petit grief envers le film, c'est tout ce qui permet au film d'être ce qu'il est. Il n'y a pas cette balise, t'enlèves tout ce côté un peu ludique de cette chasse où en mode il peut le suivre, t'entends et tout ça, et t'enlèves justement, ça n'a aucun sens au niveau cohérence, qu'il le relâche et t'es là, bon mec, à un moment, arrête de jouer au con, tue-le, c'est bon, ou bien mets-le dans ta cave, tu vois, genre, je veux dire... Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il est, entre guillemets, puni à la fin, puisque ça va toucher sa propre belle famille. Oui, et donc ça nous montre aussi qu'il est allé trop loin. Le film se positionne un petit peu sans se positionner non plus. Oui. Enfin, en nous laissant nous positionner par rapport à ça. Et je pense que tout ça, ça contribue au plaisir visuel aux stimulations que t'as. On a compris que t'étais excité par ces scènes. J'adore ça. Vraiment, le pervers est en train de s'exprimer en direct. Je suis désolé. On est avec un collègue du tueur, John Mincy. Non, mais du coup, je pardonne au film toutes ces incohérences elles sont. C'est même pas qu'il faut chercher un peu pour les voir. Elles sont là, elles sont ultra ostensibles. Enfin, c'est des incohérences, mais par contre. Elles servent le message du film. Elles favorisent le film et ça rend un 10 000 fois meilleur film, quoi. Absolument. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter pour cette partie spoiler? Non, moi c'est tout bon. Tout bon. C'en est fini du coup de J'ai rencontré le diable, une très belle surprise pour ma part. Je n'avais pas du tout entendu parler de ce film et je suis ravie de l'avoir découvert et on vous le recommande chaudement, je crois on peut le dire à l'unanimité. N'est-ce pas? Wow. Pour une fois qu'on est d'accord. C'est fou ça. C'est quand même pas... En tout cas pas sur mes films qu'on est d'accord, ça c'est clair. Et on passe sur le dernier film de cette émission, film que Seb nous propose, à savoir Strange Days. Have you ever jacked in? Have you ever wired tripped? You ready? This is not like TV, only better. This is life. It's a piece of somebody's life. It's about the stuff that you can't have, right? The forbidden fruit.
quelques jours avant l'an 2000 à Los Angeles, la ville est devenue une zone violente et mal fréquentée, notamment après la mort du rappeur afro-américain Jericho One. Lenny Nero, ancien policier du LAPD, s'est reconverti en dealer de clips prohibés utilisant la technologie Squid, initialement développée pour la police mais aujourd'hui sur le marché clandestin. Celle-ci est capable d'enregistrer les flux du cortex cérébral et de le restituer à l'identique via un casque. Lenny se repasse par exemple des images de son ex-petite amie Faith. Un jour, Lenny reçoit un blackjack, une vidéo montrant un crime, ce qu'il refuse toujours de vendre. Via cette vidéo anonyme, Lenny découvre en direct le viol et l'assassinat de son amie Iris. Donc, Strange Days ou Onde de choc dans son titre québécois, what the fuck, qui a vu une onde de choc dans ce film. Mais à la limite, c'est un titre plutôt classique. Oui, mais il n'y a pas d'onde de choc. Oui, mais c'est québécois. Oui, pardon. Donc il faut imaginer en fait un autre film quand tu lis le titre. Très bien. Donc c'est un film américain réalisé par Kathryn Bigelow et sorti en 1995 dans les salles obscures. C'est le 5e film de la réalisatrice qui fait suite au film culte pour certains Point Break en 1991. Comme sur Point Break, on retrouve son ex-mari au scénario, The One and Only James Cameron, qui prend aussi la production et une partie du montage, même s'il n'est pas crédité. D'ailleurs, Mathieu m'a fait une petite théorie avant bien sympathique pour savoir pourquoi il n'est pas crédité. Mathieu ? Il n'est pas crédité au montage parce qu'il ne fait pas partie de la guilde des monteurs. Du coup, il a monté le film, mais il n'a pas le droit d'être sur l'affiche. Et du coup, il va s'inscrire dans la guilde pour être le monteur de Titanic, parce qu'il est monteur sur Titanic. Et voilà. C'était la leçon d'histoire du cinéma de Mathieu. Merci Mathieu. Tu as l'air d'apprécier James Cameron. J'adore Avatar. J'ai adoré quand je suis parti. Générique de fin, excellent. Excellent. Donc porté par un Ralph Fiennes aux cheveux soyeux et virevoltants et une Angela Bassett dans une performance Men in Black-esque, Strange Days va faire pas mal de bruit du côté des Saturn Awards avec 4 nominations et 2 victoires, à savoir meilleure réalisatrice pour Bigelow et meilleure actrice pour Bassett. Pour ceux qui savent pas ce que c'est les Saturn Awards, c'est des récompenses attribuées à des œuvres de science-fiction, de fantasy ou d'horreur aux États-Unis, un peu comme on en a parlé avant Gérard May, ou en France, ou bien encore le NIF en Suisse, le festival de Neuchâtel. Sinon, au niveau un peu moins international, voilà. Un peu plus local. Voilà, c'est à Neuchâtel, voilà. Sinon, au niveau purement économique, c'est un four que s'est pris ce film, car pour 42 millions de budget, il a fait, attention, 8 millions au box-office. Waouh! Moins de 20%. Donc, goddamn, quand même, ça fait beaucoup de se prendre 80% de perte sur un film. Moins que Bienvenue chez les Ch'tis. Ah, ouais, c'est vrai, en fait. Oui. C'est un truc de malade. Non, il s'est fait défoncer au box-office. Voilà. Donc, pour parler un peu plus de la réalisatrice qui est Kathryn Bigelow et de pourquoi elle appartient, quoi qu'il arrive, à l'histoire du cinéma contemporain, c'est nul autre que la première femme à avoir gagné un Oscar avec Les Démineurs en 2010. Évidemment, un Oscar, c'est en rien un moyen fidèle d'évaluer la qualité d'un film ou d'une réalisatrice, mais ici, ça permet de démontrer une espèce de légitimité accordée par l'industrie. On a parlé de l'énorme bid qui a été Strange Days au niveau du box-office. On peut remarquer que, mis à part Point Break qui a un énorme succès en 91, les années 90-2000 pour Bigelow, c'est assez compliqué étant donné qu'elle enchaîne les fours. Dès 2009, avec Les Démineurs, tout change et Bigelow devient une machine à bénéfices, notamment avec ce dernier et Zero Dark Thirty qui ramènent près du triple de ce qu'ils avaient coûté. Aujourd'hui, c'est une des cinéastes les plus identifiées, créatrice de films qui souvent vont traiter de la violence et d'une humanité en péril, en explorant de nombreux genres et esthétiques. Si on compare le film d'aujourd'hui Strange Days et Zero Dark Thirty, on remarque qu'il y a à peu près rien à voir, si ce n'est justement ces thématiques transversales dans sa carrière. Et j'ai hâte de savoir ce que vous en avez pensé. Mathieu, qu'est-ce que tu as pensé de Strange Days ? Moi, j'en ai pensé que c'est déjà le 2e film de Seb avec Michael Wincott qui joue un mec flippant. Donc, je voulais savoir s'il y avait une traîne en cours que j'ai ratée. J'ai remarqué aussi. Après Basquiat, il fait peur. Et donc, moi, je connaissais pas du tout le film, en fait. Pour moi, c'était simplement un titre des Doors. Et après, j'ai vu, puis je me suis rendu compte que ça venait bel et bien de là, en fait. Oh, t'as tellement de culture underground, oh là là. Oh là là. Il y a une version sur Laserdisc, ce qui me fait marrer parce que je pense que personne ici ne voit ce que c'est le Laserdisc. Mais tu vas nous faire un plaisir de l'expliquer parce Exactement. que tu en as plein dans ta commode. Complètement. Et non, parce que j'ai pas de commode assez grande. Et tu vas voir, ça rebondit bien. C'est un genre de gros DVD de 30 cm de diamètre. À l'époque de la VHS, ils se sont dit, tiens, ça au niveau rangement, ça va le faire. C'est sorti en 78. Ça fait du coup à peu près la taille de la table. Et en fait, ça n'a pas marché parce que on pouvait pas enregistrer dessus, contrairement à la VHS, et que c'était cher. Et ils se sont quand même dit, mais ils se sont quand même dit 15 ans après, si on faisait une édition Laserdisc, dis donc. Donc pour moi, voilà, ça me faisait marrer. Et ils ont développé par contre des caméras spéciales de 35 mm juste pour le film et tous ses plans en première personne. Et peu importe le film en lui-même, j'adore les films qui développent des trucs pour leur concept parce qu'ils se disent, au moment de l'écrire le scénario, on n'a pas le matériel
suffisant. Et du coup, on développe un truc. Et Cameron est très bon là-dedans pour ça. Donc on a sur micro Mathieu qui vient de dire qu'il adorait Avatar 2 parce qu'il a dit j'adore les films qui développent des trucs. C'est tout à fait. T'adores Avatar 2 ? Non, j'ai commencé en disant peu importe le film dont on parle. C'est-à-dire que je déteste Avatar 2, mais j'aime beaucoup le fait qu'il développe une technologie. Après, c'est une technologie de merde, mais c'est une technologie. Donc voilà, j'aime beaucoup le film. Je trouve qu'il souffre de 2-3 trucs dont on va parler, mais en soi, c'est un film qui marche très bien, je trouve, qui se tient très bien, dont les plans subjectifs, dont on va parler un petit peu plus tard, sont assez bons dans la mesure où c'est compliqué de faire du plan séquence en première personne, je pense, et je pense notamment à toutes les séquences d'action, au gros sens du terme, quand il saute de toit en toit. Je sais pas comment, en 95, on est en pellicule, là, pour le coup, je sais pas comment ils tournent ça, sans que ce soit dangereux, en fait, pour l'équipe du film. Donc, je trouve ça assez brillant. Je trouve que notamment la scène d'intro, elle marche très très bien parce qu'elle t'immerge complètement dans le truc. T'as un peu de mal à te repérer, tu comprends pas très bien. Il y a des amorces de bras, mais pas trop. Du coup, ça fait pas cheap. Et globalement, je trouve que c'est un très bon film en tant que tel. Je trouve marrant aussi d'avoir mis l'accent dans une espèce de futur du passé où ils se disent que le passage à l'an 2000, ça va vraiment être le bug de l'an 2000 et que pour eux, ils prennent vraiment ça au sérieux. Ça me fait un peu marrer. Je suis d'accord avec ce que tu m'as dit. On dirait beaucoup Bradley Cooper. Je suis d'accord. Merci, Ralph Fiennes, on dirait Bradley Cooper. On dirait Bradley Cooper, un petit peu voilà. Ralph Fiennes, ouais. Donc je suis d'accord avec toi. Après, je reproche au film le fait de commencer vraiment son sujet au bout d'une heure. Et ça, c'est un gros problème. Dans la mesure où ils ont une technologie qui est intéressante, un concept qui est intéressant, des personnages qui sont pour le coup bien développés vite. Le personnage de Eddie Nero est un peu cliché mais marche. Le personnage d'Angela Bassett est super. Enfin, tout fonctionne bien. Je sais pas pourquoi il piétine pendant 1 heure. Au début, je me suis demandé si c'était moi qui avais raté un truc et en fait l'enquête avançait. Mais non, parce qu'il faut vraiment 1 heure et quart pour que un personnage dont on parlera plus tard ait quelque chose qui se passe avec lui, qu'un deuxième personnage réagisse à ça et là ça développe. Ça veut dire qu'il reste encore 1 heure et quart de film pour en parler. Mais que la première heure, en soi, elle installe les personnages. Et c'est long, je trouve, vraiment, parce que ça a beau être nerveux. Quand t'as fait ton 3e truc en première personne, c'était pas forcément utile d'en voir autant. Et c'est ça que je reproche un peu au film. Et peut-être l'ambiance un peu crasseuse du film, qui est appuyée dans certaines scènes de manière utile. Je pense aux scènes de meurtre, typiquement. C'est bien qu'elles soient dégueulasses, parce que t'es censé être dans la tête d'un truc qui est dégueulasse. Il y a d'autres scènes quand il dit, tu vois les possibilités que ça offre, ça, à l'avocat qui essaie de vendre son truc. Il dit, regarde, tu peux être une fille de 18 ans sous la douche. C'est quoi les possibilités? C'est d'être un gros dégueulasse. C'est ça l'idée. Mais il a l'air assez dégueu. Hein. Donc voilà, c'est assez marrant que ce soit ça qui soit mis en avant l'utilité, voilà, du truc. Mais non, je trouve que c'est un bon film en tant que tel. Je n'aime pas trop Juliette Lewis, mais là, elle fait du Juliette Lewis, donc ça va, quoi, tu vois. Elle chante du PJ Harvey, ça me va. Elle a une bonne voix, c'est elle qui chante. Ouais, c'est elle qui chante, ouais. Et je trouve que ça marche très très bien. Donc non, c'est une espèce de Blade Runner crasseux, dégueu, un peu réaliste, un peu futur du passé marrant, qui a pas trop vieilli, je trouve. Hein. Franchement, en 95, j'ai vu des trucs plus dégueulasses 10 ans après, quoi. Donc non, on va revenir après, je vais rebondir un peu sur ce que vous direz et tout, puis on fera une partie spoil, mais je trouve que c'est un très bon film en tant que tel. Trop long, mais bon film. Futur du passé, c'est une très bonne explication, enfin une très bonne expression plutôt de ce que c'est, parce que c'est vraiment une atmosphère techno type années 90 qui fait un peu daté mais qui reste aussi très immersif. Moi, je vais pas mal te rejoindre sur beaucoup de points. J'ai apprécié le film de manière générale. J'aime beaucoup le ton cynique qui se dégage dans les dialogues avec un peu cette impression que plus personne ne croit rien à l'aube des années 2000, du grand bug des années 2000. C'est assez chou de voir ça en position de 2023. Comme tu l'as dit, moi je trouve que les séquences en caméra subjective fonctionnent très bien et sont aussi vraiment bien exploitées. Les clips sont pas juste des manières de s'immerger dans la vie d'un autre, ça devient aussi un moyen de communication entre le tueur et Lenny, puisque plusieurs fois Lenny va recevoir des disques que lui envoie le tueur et dans le clip qu'il voit, en fait il va se voir à travers les yeux du psychopathe qui rôde autour de lui, qui l'observe quand il dort, forcément quand il se réveille, le tueur est introuvable. Donc je trouve l'effet est très efficace et les clips sont très bien exploités. J'aime beaucoup le personnage de Mace, du coup, joué par Lisa Blanc. Attends, j'ai oublié son nom maintenant. Comment elle s'appelle, l'actrice Angela Bassett. Angela Bassett. J'étais partie sur Lisa Blanchett. J'avais zappé le nom de Mace, peut-être de qui elle parle. Ouais, en fait, voilà, j'allais dire Lisa Blanchett. Pas du tout. Angela Bassett, décidément, j'ai vraiment des soucis avec les prénoms. J'aime beaucoup son personnage, j'aime beaucoup l'ampleur qu'elle prend au fil du film. Ça fait déjà du bien, d'une part, de voir un personnage féminin bien interprété dans ce film. Et sous Juliette Lewis, je te rejoins complètement, Mathieu. J'ai pas du tout accroché à son jeu. Après, elle a une très bonne voix, comme tu le dis, donc peut-être une reconversion à envisager. Voilà, peut-être une carrière de chanteuse plutôt qu'une carrière d'actrice. Mais non. Wow. On voit plusieurs films de l'actrice avant de l'insulter de pareille manière. Okay. Ah non, mais elle est nulle tout le temps. Hein. Mais c'est fou ça. Non mais
L'année avant, elle fait Natural Born Killer. J'ai pas vu. Mais Tu vois, l'effet que tu ressens, c'est ce que j'ai ressenti quand vous avez critiqué Nathalie Portman. C'est exactement mais ça. non, alors déjà, j'ai pas critiqué Nathalie Portman parce Moi, je pense qu'elle One le fait très Love, bien j'adore elle-même. Nathalie Portman, mais Juliette Lewis, c'est une très bonne actrice. Enfin, pas une très bonne actrice, en tout cas, elle était très Alors, bonne dans Natural Dans Born ce Killer. film, en tout cas, c'est pas le point positif Non, et c'est pas ce qui va effectivement. tirer le film vers le haut. Mais je veux bien te croire que peut-être dans d'autres productions, il est meilleur. En tout cas, ici, c'est pas le cas. Mais heureusement, on a ce personnage de Mace qui est très intéressant. Au début, j'ai eu peur qu'elle soit trop agaçante et qu'elle soit constamment en opposition avec Lenny. Et en fait, ce serait oublier que c'est avant tout un film américain des années 90 écrit par Cameron. Donc, forcément, quand il y a un duel homme-femme à l'écran, ça devient vite un duo et potentiellement un couple. 90 Oui, 90. Oh là 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 là, on Non, essaie mais d'être un petit peu... l'identité, un peu, on est ici. Ok, l'identité helvétique. Les années 90, écrit par Cameroun. J'aime beaucoup aussi la thématique sociale du film, qui en fait sert de toile de fond à l'intrigue, puisque du coup le film part d'un fait divers qui s'est passé voilà dans la réalité, et ça donne en fait une ampleur nouvelle à tous ces clips, ces petites vidéos là. On va très vite se rendre compte, évidemment ça je laisse un peu de mystère, mais on va se rendre compte que les enjeux de ces petites vidéos dépassent les personnages et ça redonne un petit peu un emballement dans le récit, parce que je suis d'accord avec toi Mathieu, il y a un souci de rythme qui fait que le film est profondément inégal. Il y a des longueurs assez importantes dans la première partie et je trouve que l'intrigue traîne pendant un long moment sur la même nuit, autour des mêmes lieux, donc on a le sentiment de piétiner autour plus ou moins du même endroit et d'avancer ni dans le temps ni dans l'histoire. Et heureusement, au bout d'une heure et quart, là, effectivement, on embraye sur quelque chose d'intéressant. C'est à ce moment-là, notamment, que c'est tout con, mais genre, c'est le lendemain matin, et du coup, on a le sentiment qu'on avance un petit peu plus dans ce qui se passe, en fait. Et là, on aborde des sujets beaucoup plus intéressants. De manière générale, je trouve que 2h25 pour détailler 3 jours, là, ça m'a paru trop étalé. Et je pense que ça aurait pu être plus court. Mais ça reste servi par une mise en scène qui est intéressante et je me suis pas non plus profondément ennuyée. Et enfin, je pense qu'il faudra qu'on fasse une petite partie spoiler pour parler de El Revelación Final, la révélation finale que j'ai pas du tout captée. Non, j'ai capté une partie, mais il y a des trucs que je trouve bizarres, genre des relations entre personnages qu'on découvre et qui ont pas trop de sens. Et je l'ai vu un petit peu venir à 10 km. Ça m'a pas non plus gâché le plaisir de découvrir le poteau rose et qui était le tueur, mais pour vous dire que potentiellement, si vous êtes un petit peu perspicace, vous le voyez avant. Ceux qui rigolent. Je prends ça comme une insulte parce que. Tu l'avais pas vu venir. Non. C'est si évident, mais on pourra en parler dans le spoiler. En tout cas, voilà, c'est un film aussi dont j'ai apprécié le visionnage. Peut-être un petit peu moins que toi, Mathieu, t'avais l'air plus emballé que moi. Bah, moi, je trouve juste que c'est intéressant d'un point de vue scénaristique d'avoir mis le ventre mou au début. ça calme, mais après, non, c'est un bon film. Mais on va avoir besoin d'une partie spoil, effectivement. Est-ce que, Seb, tu veux rajouter un truc avant la partie spoil? Bah ouais, ma partie du coup. Absolument, mais oui, parle-nous de ton film, désolé. Bon, je vais pas vous faire trop longtemps non plus parce que déjà c'est un film de SF cyberpunk et je l'ai déjà dit sur Avalon, je suis assez hermétique à ce genre de film, ça me fait normalement ni chaud ni froid. Par contre, comme beaucoup de choses que vous avez dit qui sont très bonnes dans le film, très judicieuses, notamment la caméra subjective, on n'a pas expliqué vraiment ce que c'était, mais la caméra subjective, c'est une caméra première personne, et là, c'est la manière dont qu'ils vont utiliser pour représenter justement ces utilisations de cette technologie qui s'appelle le squid. Et en parlant du squid, je trouve que la technologie qui est utilisée dans le film, elle est ultra intéressante, parce qu'elle permet des effets optiques assez charmés, notamment la caméra subjective, mais cette technologie, elle permet aussi, et je suis étonné que vous n'en ayez pas parlé, parce que il y a au moins une scène ultra marquante dans ce film avec cette technologie, c'est bien la scène de viol qui intervient sur Iris je sais pas, dans les 40 premières minutes du film. 1 heure. 1 heure de film. Bah, c'est ce qui fait que ça avance, en fait. Ouais, voilà. C'est 1h10. juste 1 heure de film, exactement. Donc, ce viol de Iris, donc je vais pas m'étaler non plus là-dessus, mais en gros, le tueur-violeur met la technologie sur la tête de Iris afin qu'elle puisse voir à travers les yeux du violeur. Donc, littéralement, elle est en train de voir se faire violer puis se faire tuer. Ce qui est, on va pas se mentir, glaçant. Heureusement que dans le film, c'est pas représenté avec une extrême violence ou une extrême. Enfin, il y a une espèce de filtre qui nous maintient à distance. Mais une fois qu'on se représente la scène, c'est quand même assez fucked up et. Enfin, ouais, c'est abominable pour moi. Mais ça montre quand même une vraie réflexion sur ce que ferait cette technologie dans ce monde, justement, ce futur du passé que vous avez évoqué avant.
Par contre, ça fait clairement partie des films où si tu oses décoller les yeux une seule seconde de l'écran, tu risques de perdre une information et plus rien comprendre à la suite, parce qu'il y a 28 000 pistes narratives qui commencent, certaines aboutissent, d'autres pas, certaines se rejoignent, d'autres servent à rien, et c'est un méga problème à mon sens, parce que le film galère à exposer clairement ses enjeux. On en reviendra un petit peu plus dans la partie spoiler, mais globalement, pour moi, pour le personnage de Ralph Fiennes, vu que le film sait pas trop comment exposer ses enjeux, parce qu'il sait pas trop ce qui se passe non plus, il y a toute cette histoire avec Jericho One, Iris, etc. Au final, la seule motivation de Ralph Fiennes, c'est l'amour qu'il porte à Faith. Et du coup, ça permet tellement au scénariste de passer en dessus de tous ces problèmes, de régler vraiment ses enjeux, parce que il va faire n'importe quoi pour aller récupérer son ex. Et pour moi, ça pose un problème quand même, où je m'en rends compte à un moment, je suis là, mais tu sais pas où tu vas. Genre, enfin, avoue, tu Catherine, vois. Genre... confie-toi. Ouais, c'est un peu ça. Genre... Maintenant, James, du coup, parce que c'est lui qui scénarise. James, entre toi et moi, oui, James. juste. Où est-ce que tu vas? Non, mais je suis pas sûr qui c'est. Le discours sociopolitique, t'en as parlé, peut-être intéressant, mais il est traité avec un tel manque de subtilité. Ça, c'est vrai. Si vous avez pas compris, ça parle de la police et des Afro-Américains. Et genre vraiment... C'est très lourd. Et on est 3 ans après Rodney King. Non, mais et surtout, ça tout... On va en parler aussi après, mais ça apothéose à la fin, où vraiment, genre... du coup, oui, mais un petit peu plus dans la métaphore, un petit peu plus dans la subtilité, pour que j'ai pas l'impression qu'on m'écrase à la gueule, vraiment le truc, allez, nique la police, etc. Enfin, voilà. C'est juste le manque de subtilité, moi, qui me fait un petit peu de mal. Aussi, vous en avez parlé, mais le film, il met une grue à démarrer. C'est... Mettre une crue? Une grue. Une grue à démarrer? Une grue, ouais. C'est une expression pour dire que ça met longtemps? Ouais. J'adore. Ouais, c'est que chez Seb, hein, ça. C'est vraiment très local. Hein. Moi, je le connais bien. Lui, mais il dit c'est que chez lui, 90 hein. et mettre une grue. D'accord. Mettre une grue, voilà. Donc, effectivement, ça prend 1 heure à démarrer, notamment avec cette scène de viol. Et on se dit, OK, là, c'est parti. Et ça retombe un petit peu quand même. Enfin, ça part pas autant que je voudrais que ça parte. Donc, pour moi, le film, il est... Alors, j'ai peut-être là, je viens d'enchaîner les points faibles, donc on a l'impression que j'ai défoncé le film. Pour moi, le film, il est vraiment loin d'être mauvais. Il est très divertissant. C'est un bon film. Il utilise très très bien ce qu'il a en place. Il a très très peu vieilli, mais c'est quand même 2h24 sans enjeu, assez relou par moment, ou qui te permet pas de faire autre chose en même temps, parce que tu risques de rater. Parce que tu dois maintenir un niveau de concentration tellement élevé pour pas rater des éléments de... Et parce qu'il y a aussi 28 000 personnages. Oui, tu l'as pas dit, exactement. il y a beaucoup de personnages présentés en très peu de temps. Moi, je mets juste une petite... je recoupe juste sur ce que tu as dit par rapport au fait qu'on ne peut pas détourner les yeux. Si, hein, moi j'ai détourné les yeux un bon moment parce qu'au bout de 20 mais minutes... tu rates des trucs. Je l'ai fait non. aussi, mais moi je rate des parce qu'au bout trucs. de 20 minutes, Ça, j'ai commencé c'est à me vrai, faire moi aussi. chier, donc il a pas passé le test du téléphone, et j'ai recoupé à 40. À 1 heure, il s'est passé un truc, j'ai suivi. Après, j'ai un petit peu décroché. Et en fait, la fin, elle est tellement... On va parler de la fin, mais elle est tellement construite à la Hollywood, entre guillemets, que même si t'as raté des bouts au début, t'as pas Mais forcément parce raté qu'il grand-chose. Hein. y a une piste narrative qui aboutit, mais la moitié du film, il y a des moments, il y a des personnages qui reviennent, des choses qui Non, se mais quand passent t'as où compris j'étais que là. les pistes n'aboutissent pas, tu te rends compte que t'as Oui, rien mais du raté, coup, en t'as fait. pas compris le film. T'as Bah, compris si. le début, t'as compris la fin. Ça veut dire pas, ça veut pas dire que t'as si, compris non. le film. Si, c'est assez clair. Il y a pas mal de dialogues d'expédition à la fin, hein, qui Non, sont non, assez moi clairs. je suis d'accord qu'à la fin il y a des pistes qui s'expliquent, mais je trouve qu'il y a toute une partie au milieu où genre il y a des personnages, notamment le dealer l'autre dealer de cassettes. Le ou bon ou des- le mauvais? Le mauvais. Attention Mathieu, un discours sur les dealers de Et c'est cassettes. Mathieu. Mais non, mais je trouve qu'il y a toute cette partie du milieu où il y a plein de choses que moi j'ai un peu raté et j'étais un peu en mode. Mais en même temps, on s'en fout. C'est ça le problème du film. C'est que ça n'a aucun intérêt dans Ouais, l'histoire. mais du donc coup, Tu loupes l'as des raté, éléments je t'en pas fous, importants à quoi. l'intrigue. Mais le milieu d'un Le film, il est tient tout vraiment avec important. 4 personnages principaux. Hein. Tous les autres, c'est de la fioriture. Hein. Donc, au final, si t'en as raté un. Ça change pas le problème qu'il y a des moments où ça me frustrait de regarder et de pas comprendre Ah ce ouais, qui se bien passe sûr. parce Oui, que- bah, fallait te concentrer 2h25. Alors, ça, c'est le problème. Voilà, mais moi, tu je n'ai pas réussi. Voilà. Alors justement, on va peut-être parler plus précisément de ces scènes-là en partant sur une partie spoiler à partir de maintenant. Oh non, un spoiler! Mais c'est quoi la fin? C'est quand il meurt. Merci, chers auditeurs ISEX, d'être presque restés jusqu'à la fin. Je peux vous promettre que nous affronterons ensemble la 3e partie spoiler de cet épisode. Ne vous gâchez pas le film et allez directement à 1 heure. 43 minutes et 29 secondes. C'est quoi cette musique de merde? Mais ça vient d'où? Moi, je voulais revenir sur un
un double problème qu'a le film, je trouve, mais qui n'est pas la faute du film, mais ça va pas nous permettre d'embrayer, en fait. Pour moi, il a 2 soucis principaux. Le film, déjà, c'est qu'il est sorti en 90, donc l'affiche, elle fait très mal. Et ça, c'est pas la faute du film, mais si j'avais pas été obligé de le voir pour ce podcast, l'affiche, vraiment, elle m'aurait rebuté. Ah ouais, c'est abusé. C'est peut-être pour ça qu'elle a été castée pour Voldemort. Il fait très peur sur cette affiche. Putain, on dirait un 5e élément pété, quoi. Vraiment, elle est pas bien, cette affiche. Et le deuxième problème qui est pas inhérent au film, en fait, c'est juste qu'il est sorti il y a longtemps, entre guillemets, et que nous, on l'a vu récemment, et qu'entre deux, on a vu tout plein de films qui traitent des mêmes choses. C'est-à-dire que les tensions entre minorités opprimées et police, la question de la caméra qui dépasse l'œil humain, de la matrice par rapport à la réalité, enfin, il y a Matrix, il y a tous ces trucs-là, on va pas refaire le topo. Tous ces sujets-là. Il y a Avalon aussi, grand classique. Avalon, grand classique. Il y a tous ces sujets-là. Le personnage de l'ancien flic torturé, un peu alcoolo, le personnage de la. Men in Black. Non, celle-là, tu me la feras pas dire. Men in Black, est-ce que là, elle est pas passée, celle-ci. Le personnage de Juliette Lewis qui joue une craquette qui prend pas de mètres, là aussi. C'est tous les personnages, c'est devenu des archétypes. Et je pense qu'en 95, c'est un peu comme découvrir aujourd'hui Star Wars. T'as l'impression que le je suis ton père, il est cliché, alors qu'en fait non, c'est précurseur. Donc peut-être que là, ça l'était. Ça s'inspire quand même de Neuromancer de Gibson, qui est un pilier de la SF. Il y a quand même du Blade Runner. Il y a plein de trucs qui, pour l'époque, sont novateurs. Mais comme on le voit aujourd'hui, moi, j'ai l'impression que j'ai vu un film que j'ai déjà vu. Et ça, c'est un problème que nous, on a, qu'on peut pas imputer au film. Mais ça nous permet de recouper sur le fait que, typiquement, le reveal avec les flics, bah, moi, la seule surprise que j'aurais pu avoir, c'est que ça ne soit pas ça. Parce que ça, c'est un problème. Ça pue à des kilomètres que, dans le fond, c'est même pas que c'est subtil, on te montre 4 fois le même clip de 2 rappeurs noirs assassinés, il y a 2 flics qui courent sur une nana dont on sait pas pourquoi, il est évident qu'elle a vu un meurtre et qu'elle l'a filmé. Enfin, je veux dire ça, il y a pas le moindre soupçon, et j'ai le même problème avec le tueur. Au bout d'un moment, quand t'as éliminé tout le monde, il reste plus que lui. Hein. Ouais. Non, je suis d'accord. En fait, on n'a même pas dit, mais c'est le meilleur pote, le tueur. Pour les gens qui sont dans la partie spoil et qui n'ont pas vu le film, effectivement, c'était le meilleur pote. Vous le voyez pas venir, celui-là. Mais pas vraiment pote. Avec une perruque du futur. Et alors, ça pose la question, parce que du coup, ce personnage a une perruque pour cacher qu'il utilise en continu le casque, et donc c'est lui qui, par exemple, viole une femme et lui fait porter le casque pour qu'elle ressente la douleur. Je suis un peu perdue là. Elle doit ressentir le plaisir que lui ressent quand il la fait souffrir. Elle se voit se faire violer. Ouais, il y a aussi ça. Il parle effectivement. de sensation à un moment donné. Il y a ça aussi. Dit de manière plus simpliste, c'est ça. Mais du coup, il porte une perruque et tu te dis, il y a bien un moment donné où il la portait pas, où il s'est mis à la porter et du coup, il a son meilleur pote qui, du jour au lendemain, elle a eu des cheveux de 2 mètres. C'est vraiment c'est vraiment pas une perruque de cheveux courts, quoi. C'est vraiment, c'est Francis Lalanne, quoi, à ce niveau. Je sais pas. Bon, je me suis posé cette question. C'est pas primordial pour le film, mais un petit peu quand même. Un petit peu quand même. Un petit peu. Mais voilà, c'est la seule chose que j'ai envie de parler de cette fin. Et aussi simplement que je l'ai vu à 12 km. Mais ça fait rien, ça enlève pas forcément le plaisir de regarder le film. Mais tu te dis, c'est vrai qu'il y a juste ce personnage-là. Ah, tu l'as vu venir la fin à 12 km. Ouais, mais pareil, il n'y a plus que lui au bout d'un moment. Ah, j'ai pas compris l'expression, j'ai compris, je l'ai vu à 12 km. Ça fait loin pour l'écran. J'essaie de comprendre comment c'était possible de l'avoir vu à 12 km. C'était très petit, j'ai plissé les yeux. Elle l'a vu à 12 km du centre-ville, à peu près au nord. Non, j'ai vu la fin un petit peu venir à l'avance, c'est ça que je voulais dire. De manière un peu plus métaphorique, excuse-moi. Mais est-ce que vous avez encore quelque chose à rajouter par rapport à cette partie spoiler ? Non, pas en spoil en tout cas. Non, moi c'est tout bon. On peut donc sortir de cette partie spoiler. En résumé, du coup, un film qui nous a plutôt bien plu et qu'on recommande aussi, très 90s vibe, ce qui revient un petit peu à la mode en plus en ce moment. Donc, on espère qu'il y a des meilleures mœurs là dans ce film-là que dans Spin City, par exemple, Seb. Est-ce que vous trouvez que ce film est encore un petit peu imprégné valeur années 90 ou ça va ? Je trouve que... c'est très voyeuriste, notamment avec les moments avec Juliette Lewis. Ouais. Enfin, tu vois, je pense qu'on le ferait plus aujourd'hui. Je pense qu'on lui mettrait plus d'habits. Je sais pas si on le ferait pas aujourd'hui, mais en tout cas pas comme ça, parce que là c'est une actrice porno, je suis désolé. Vous n'avez pas vu The Idol. Merde. Non, mais la famille Depp sur la question, moi je m'avance pas trop, mais je veux dire, il regarde un porno là. Mais oui, elle est caractérisée comme étant nue tout le film, c'est compliqué. Hein. Ouais, non mais même le traitement de Juliette Lewis, au final, c'est une starlette un peu désenchantée. Enfin, il y a pas, c'est vraiment moi ces scènes-là, ou genre cette scène-là, même si on devait la refaire aujourd'hui, ou même si on devait remonter une femme à nue, mais tu le fais pas comme ça. Enfin, tu sais, il y a d'autres endroits pour aller voir ce genre de vidéo, tu vois. Mais ça participe de tout. Quels endroits, Seb ? Tu peux peut-être nous faire une recommandation des 10 meilleurs sites. Moi, je connais pas ce genre de trucs. Ah, tu connais pas. Mince, je pensais. Mais ça participe un peu de cette esthétique du too much, parce que typiquement, le personnage de Michael Wincott, là, dont j'ai oublié le nom, mais celui qui, en gros, est avec Juliette Lewis,
C'est un espèce de producteur de disques / pimp. C'est complètement un Mac, le mec. C'est quoi un pimp? Un Mac. C'est quoi un Mac? Ah non, je vois ce que c'est. Un proxénète. Et, Ah oui, c'est bon. et il est méchant. C'est son seul trait de caractère. Il est pas gentil. Parce que même son second, dont c'est le job d'aller péter la gueule 2 fois à Ralph Fiennes, il est humain, il est caractérisé, il est cool. Lui, c'est vraiment juste, bah non, casse-lui la gueule. Tout le film est un peu over the top. Donc voilà. Et je tiens juste à dire, par contre, la blague des Rolex, moi, ça m'a fait rire au bout d'un moment. Au bout de la 3e Rolex, j'ai quand même. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est marrant, les Rolex. Un personnage assez raffiné comme ça, c'est assez marrant. Si on est fini donc pour ces 3 films, 2 films très bons et un moins bon, comme par hasard c'est le mien, encore une fois. J'espère un jour enregistrer un épisode où on va inverser la tendance. Peut-être que ce sera le cas avec le prochain film que je vais vous proposer. Et peut-être avant, je laisse un peu de suspense pour moi et vous demander quels sont les prochains films que vous allez proposer pour l'épisode 7, Mathieu. Moi, je vais vous proposer Spring Breaker de Harmony Korine, sorti en 2012. J'ai toujours voulu le voir, c'est une très bonne chose. Avec James Franco. Avec James Franco, et Vanessa Hudgens. Ouais, pareil, j'ai toujours voulu le voir, j'ai jamais eu l'occasion, donc voilà. Hâte de voir une actrice Disney Channel se faire, se faire souiller en direct à l'écran. Ça, c'est chez Sam Levinson déjà. Hein. C'est pas chez Harmony Korine. Bon. Non, ça se fait souiller. Hein. Mais oui, j'aime bien Spring Breaker. Enfin, c'est bizarre. Ah, très bien. Tu l'as déjà vu du coup, Seb? Oui, j'ai déjà vu. Ok, moi je l'ai pas vu. Quant à moi, film de la même année, du même pays, bizarre, on s'était pas concerté. Étant donné qu'il y avait Juliette Lewis dans le dernier film Strange Days, je me suis refait Natural Born Killer parce que j'adore ce film et que le réalisateur de Natural Born Killer c'est Oliver Stone et que j'ai envie de voir un petit peu plus d'Oliver Stone, je vous propose Savages de Oliver Stone. Avec Juliette Lewis? Non, pas du tout. Du coup, non. Okay, Blake Lively, Taylor Johnson. Blake Lively qui a donc une carrière au-delà de Gossip Girl, j'ai hâte de voir ça. T'as fait des liens entre les personnages, mais qu'il n'y avait pas de vrai lien à la fin. C'est dur de trouver des films random. Mais j'aime beaucoup ce film, par contre. Quant à moi, je vais vous faire une petite devinette. Je vous propose un film entièrement en plan séquence. Lequel ça peut être? L'Arche russe. Qu'est-ce que t'as dit? L'Arche russe? Non, je vais pas jusque-là. C'est pas le film allemand, là, des années 2020? 1917. Exactement, c'est pas 1917, c'est ce que Mathieu pense. C'est Victoria de Sebastian Schipper, sorti en 2015. Voilà, j'ai envie de découvrir ce film uniquement en plan séquence, donc tourné en un seul plan et en un seul vrai plan. Il me semble qu'il n'y a pas de trucage. Non, et ça, c'est encore plus fort que simplement faire un plan séquence faux. On en discutera au prochain épisode. Ça en est fini pour cet épisode-là. Merci de nous avoir écoutés. Est-ce que vous avez passé un bon moment, les zouzous? Toujours. C'est toujours un bon moment avec vous, même si là, il fait une température. Moi, je suis sûr que vous écouterez ce podcast au mois de décembre. Mais là, je vous assure. Là, tous les films, on les recommande chaudement. Hein, ça, mais là, c'est très chaud, très très chaud, mais pas au niveau étrange, parce qu'on a quand même parlé de beaucoup de trucs pervers aussi. Pas à mal comprendre, c'est juste qu'il fait, c'est une fournaise cette pièce actuellement. On va aller ouvrir la fenêtre. Et prendre l'air. Oui, surtout que les deux là, ils ont mangé des kebabs, donc je peux vous dire que ça pue. Allez, on vous retrouve tout bientôt et d'ici là, voyez plein de films. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao. Je vous ai pas oublié, c'était un éléphant. Bravo, et merci beaucoup à toutes celles et ceux qui sont restés jusqu'au bout de l'épisode, ça fait vraiment trop plaisir. En attendant le prochain, n'hésitez pas à vous abonner à nous sur Instagram, @randommovies avec 2 O. Suivez-nous sur toutes les plateformes de streaming, et on vous dit à très bientôt.